Game Over, une présentation de Baseball Québec. On ferme les livres, c'est terminé. Qui monte sa petite et gagné avec ta balle Bichette. T'as déjà striké dans tes bichettes. Et avec des lunettes qui font peur, la victoire est signée. Game Over. Salut tout le monde et bienvenue à Game Over. Et j'aimerais ça commencer tout de suite en partant que souvent, lorsqu'on parle des joueurs de baseball, on va dire que c'est peut-être un sport où ils sont un peu plus fragiles. On sait comment c'est rough au hockey, on sait comment c'est rough au football. Mais pour un ancien, c'est encore bien plus prof. Exactement. Puis j'aimerais ça qu'on admire le courage de notre partner, Éric Gagné, évidemment, qui présentement a l'orteil magané. C'est fait maganer. C'est probablement, j'ai hâte parce qu'on nous a texté. J'ai pas posé de questions parce que je voulais avoir l'anecdote live parce que t'es présentement en Californie pour fuir évidemment la chaleur de Phoenix. Mm-hmm. Pauvre toi, sa vie vraiment, honnêtement. Quand est-ce que... Non, mais à quand un téléthon pour alléger un peu la vie d'Éric? C'est ça la différence entre lui et moi. C'est que lui, il se pousse la chaleur, puis moi, je la cherche, la chaleur. Ouais. Mais, et là, il nous écrit, on va commencer en retard aujourd'hui. Je me suis fait piquer par un Stingray. Mon Dieu, pourquoi je cherche mon français? Merci. Un Stingray. C'est... Simon va jouer avec une raie. Bon, semblait aussi. Je savais que c'était aussi niaiseux que ça. Écoute bien, je t'ai peut-être dit, t'aimes pas. Oh, man. T'aimes pas. J'attendais. Je suis officiellement plus digne d'animer un podcast de baseball. Comment j'aurais pu? Man, exactement. Donc, tu t'es fait attaquer par une raie. Non, parce que ça aurait pu être un jellyfish aussi, mais bon, c'est un Stingray. Qu'est-ce qui est arrivé? Je vais avoir les détails parce que tu nous as envoyé une photo de ton orteil. Là, t'es sur quoi? T'es sur la liste des blessés de 10 jours, 15 jours? On te renvoie-tu dans les mineurs pour te remettre en forme? Non, là, je suis correct. Là. Ça fait mal. Parce que je lis ça sur Wikipédia. Ils disent, OK, ça va faire mal pendant... Dès que tu fais... Hey, j'étais dans l'eau. Je m'entraînais un petit peu. Je dis, gars, avant le podcast, je vais sauter dans l'eau. Ça va me rafraîchir un petit peu. Là, on dirait, je me suis fait stab vraiment avec un couteau, vraiment, là, sur le... Ça chauffe, ça n'a pas de sens. Puis, je pense que c'est du bon content. On parlait d'avoir plus de content. Là, ça va être incroyable parce que mon voisin m'a vu, il me dit, hey, faut que tu pisses dessus, voyons. Là. Voyons. Ben, je l'ai texté. Je vais aller aux toilettes. Va chercher le voisin. Tu as vu les lunettes, toi? Ma femme s'est assise. Non! Ah, ben. Je jure. Je te jure, un golden shower sur mon dos. Excuse-moi, maman Roger. Ta mère, quoi, elle a jamais... Ah, non, exactement. Non, mais là, c'est... Non, mais ça l'a fait du bien. Ça l'a fait du bien. Fait que Moïse Salou, peut-être qu'il y avait quelque chose, c'était vraiment vrai pour ses mains, quelque chose de même, parce que... Non, ça fait du bien. Ça fait mal encore. Ça, c'est la preuve d'un mariage en santé. Là, j'ai dit, j'aimerais savoir ça sur le film. Pas vraiment filmer, mais c'est incroyable. Non. Mais moi, je suis en train de me dire, parce que, tu sais, quand tu m'as écrit ça... Parce que ça se peut que j'aille chez vous bientôt, bientôt au mois d'août. Ça se peut que j'aille voir M. Éric. Passons au sujet. Non, il y a un point, il y a un lien, faites-toi-en pas. Et c'est pour dire que, tu sais, si mettons, je m'entraînais avec toi, puis j'avais été à la place de Heather, ta femme, puis tu me dis, man, faut que tu me pisses dessus. Ça aurait pu être une longue discussion, tu comprends-tu? Je suis pas sûr que ça serait arrivé. Ça aurait pas. Tu sais, j'adore notre amitié. Je suis pas sûr que je te l'aurais demandé. Exactement. Je pense que ça rendurait que ça chauffe de plus en plus. Hey, encore une fois, cette semaine, man, la liste de sujets, je m'étais dit, OK, on va s'en limiter à 4-5 parce qu'on fait le tour. On en a 8, à peu près. Et exactement. Et j'aimerais ça commencer avec... c'est une belle façon de plugger aussi un commanditaire avec Interact, parce que là, on vient de finir, évidemment, la fête nationale, non seulement du Canada, mais du déménagement. Évidemment, grâce à Interact, tout se transfère plus rapidement. Ceux qui ont payé la pizza à leurs amis, la bière et tout. Et ça ne finit pas là, parce que, tu sais, évidemment, des déménagements, il va en avoir dans le baseball majeur les prochaines semaines. Et moi, je vais commencer tout de suite. On pourrait parler, oui, évidemment, des équipes, selon vous, qui vont être très actives d'ici la date limite des échanges. Mais avant ça, moi, ça a vraiment été un choc, on va dire. Les White Sox de Chicago, dont je fais honneur et un déshonneur en même temps, parce que j'ai décidé de porter Chanel là, parce que pour moi, aujourd'hui, ils sont les Black Sox. C'est Chicago, c'est pas un petit marché. T'es d'accord, Roger? T'es d'accord, Eric? C'est deux marchés différents. Je suis d'accord, mais c'est une grande ville, et quand les White Sox sont en forme, tout le sud de Chicago est derrière eux. Et là... Mais les Cubs, même s'ils sont pas en forme, ils ont tout Chicago. Exactement. Mais évidemment, eux autres jouent plus à la victime. Le genre, on est un marché, tu sais, un petit marché moyen, mais bon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a approché... Une des belles histoires des White Sox cette année, c'est le lanceur partant, Garrett Crochet. Je vais le dire en anglais, Crochet. Mais, tu vois comment je suis bilingue? Crochet. On essaie de parler d'extension évidemment de le faire signer un contrat à long terme. Ça n'a pas fonctionné. Fait qu'on vient d'annoncer officiellement qu'il va être sur le marché des joueurs à échanger.
man, c'est la révélation de l'année. Ça va être la recrue de l'année, selon moi. Il est encore déjà être recru. Peut-être que je me trompe. Non? OK. J'adore. J'ai eu de la part de Roger comme un catcher qui... pas un catcher, le lanceur qui est dans son catcher. Non, regarde, passe un autre lancé. Mais que c'est quand même une belle histoire, t'es d'accord? Une des plus belles histoires, quand même assez dominante du côté, surtout du côté des retraites sur 3 prises. Selon vous, la destination de ce monsieur, parce que là, on sait que ça a été de la panoplie, évidemment, le fléau des opérations du Tommy John. On a perdu plusieurs gros bras, gros noms au combat pour le restant de la saison. C'est un candidat. Moi, vous savez ce que je vais dire? D'accord, pas encore. Ben, tu t'en doutes. Moi, honnêtement, parce qu'évidemment, quand j'ai lu l'article, on a parlé tout de suite. On dirait que chaque fois qu'on parle de lancement partant, c'est les Dodgers. Vas-y. Ça va pas voir du tout sortir de la part de lui. Là. Où tu penses qu'ils vont l'échanger? Lui, il espère que ce soit à Baltimore. 100%. Mais ça n'arrivera pas. D'après moi, ça va être à Los Angeles encore. Ça va être encore à New York. Ça va être à Boston. D'après moi, ils vont peut-être embarquer une bonne expérience avec RNC, avec le gaucher qu'il y avait dans le temps. Puis je pense que ça sera une belle destination. Mais pour le baseball, ça serait le fun d'avoir arrivé à Baltimore. J'avoue là, que ça serait le fun d'avoir une équipe, on appelle de plan B, de faire un gros move comme ça, par un joueur. Puis tu disais, il va avoir un bon contrôle sur lui. Je pense que ce serait le fun de voir à Baltimore, mais je pense à Los Angeles, ils vont loader le lanceur. Puis écoute, c'est Los Angeles, New York, Boston. Parce que le problème de Baltimore, c'est le fun qu'elle ait Baltimore, sans aucun doute, parce que ça aiderait un petit marché de ne pas faire concurrence au gros marché. Par contre, est-ce qu'ils ont la profondeur pour donner ces joueurs-là? Leurs meilleurs joueurs sont trop bons à donner. Ils ont trop des bons joueurs qui cognent à la porte du baseball mineur pour les donner, pas capable de les remplacer. Tandis que les Dodgers, les Yankees, les autres, ils s'en foutent, ils vont en acheter d'autres. Les Orioles, ils n'achèteront pas d'autres. C'est ça le problème. Les Yankees, ils ont pas, je pense qu'ils n'ont pas autant de jeunes. Les Dodgers, ça fait longtemps. C'est comme les Tampa Bay Rays, c'est la même chose aussi. Je pense que les autres, ça fait longtemps qu'ils comprennent que les pions qui sont capables d'échanger, des joueurs qui ramènent un mineur, mais ça leur donne plus de flexibilité. Puis en plus, avec l'argent qu'ils ont, les majeurs, c'est plus facile de remplacer un gars comme ça. Ben, Baltimore, s'ils veulent, c'est comme dans le fond, il ne faut pas que tu mortgage the house. Là. Dans le fond, il ne faut pas que tu dises, gars, il ne faut pas que tu changes trop de plan. Le plan, c'est vraiment d'avoir les jeunes qui ont là. Sont-ils capables d'échanger 2, 3, 4, 5 gros prospects sans genre, même plus que ça peut-être, mais sans mortgager le futur, sans dire dans 2, 3, 4 ans, j'aurais dû pas faire ça parce que c'est un lancé peut se blesser contre des joueurs que tu connais, ça fait longtemps que tu essaies de les amener les majeurs. Fait que c'est ça le gros problème, puis ils ont moins d'argent. Fait que les erreurs, ils n'ont pas une grosse marge d'erreur. Faut pas oublier, là, parce que si moi, si je suis propriétaire d'équipe ou si je suis un GM de Baltimore, puis je me dis, gars, là, ça fait 7, 8, 9 ans qu'on planifie ça, là, ça commence à bien aller, tout ne change pas, on va-tu commencer à chambarder ça encore? Je sais pas, mais c'est un bon joueur, c'est un bon gaucher, c'est un lanceur, puis t'as de la misère à avoir des bons lanceurs comme ça. Non, je sais, j'adore parce que je sens le regard de Roger depuis tantôt sur OK, donc le jeune, bravo, OK, vas-y avec ton point. Le voici. Je suis entièrement d'accord avec vous autres, mais honnêtement, regardons le noyau de joueurs. Rutschman derrière le marbre pendant encore très longtemps jusqu'à temps qu'il devienne. Attends une minute. Il n'y a pas de place pour les jeunes. Je regarde juste au 3e but. Évidemment, présentement, on a un Westberg, je ne pensais pas qu'elle a frappé. Il y a un jeune qui s'appelle Mayo dans les ligues mineures qui n'a même pas encore de place. Moi, honnêtement, le mot-clé que je vais vous dire pour une échange pour Crochet, Jackson Holiday. Là, le champ des Orioles, le champ des Orioles, il est occupé. Il y a un surplus de joueurs. Ça, c'est le même joueur qu'au mois d'avril, tu me disais, il devrait être le gros club. C'est le même joueur, ça? Oui, mois d'avril. On est rendu mois de juillet, exactement. Fait que, et Eric et moi, on disait qu'il n'était pas prêt encore. Non, mais c'est parce que honnêtement, il n'y a même pas de place. Gunnar Anderson est là pendant un bout. Je vais t'en nommer un échange de même. Je vais t'en nommer un. Il y avait un lanceur gaucher qui lançait avec des expos. Je ne me souviens pas de son premier nom. Tu te souviens de son premier nom? 6 pieds 10. Je ne me souviens pas de son premier nom. Greg, Steve. Oui, Randy, OK, ouais. Voici, tu as laissé partir un joueur, un jeune joueur, que tu peut-être vas percer. Tu étais à chercher un joueur qui est arrivé et a fait une job moyenne. Dans le cas de Crochet, c'est un candidat, on va en parler tout à l'heure, c'est un candidat pourquoi? Je regrette, sans aucun doute, un Tommy John. De la façon qu'il lance, il fait juste garocher. Et vas-tu laisser passer tes jeunes joueurs? Les Dodgers ont les moyens, parce que les Dodgers ont les moyens, comme les Yankees, de racheter nos joueurs. Oui, mais c'est parce que White Sox veulent reconstruire. Ils ont besoin de jeunes joueurs. Faut que tu leur envoies des prospects. Ils veulent pas des joueurs présentement, ils veulent des joueurs à développer. C'est le message clair qui envoie la ligue. Ça, c'est des suspects. Oui, mais tu sais, si on parle de joueurs prospects, des choses comme ça, on sait tout le monde dans le baseball le sait que les joueurs prospects, le pourcentage que ce soit un joueur d'impact, c'est quoi? On ne sait jamais. C'est dur à dire. Là. C'est ça qui est dur. C'est ça qui est le fun.
C'est ça qui est le fun de regarder les prospects. Tout le monde a une idée, puis tout le monde pense que la bonne potion magique, qu'ils connaissent exactement qu'est-ce qui se passe avec ce joueur-là, un frappeur. On parlait de Skeens en tant que glaceur. Moi, j'y vais juste pour des bras. Tout le temps des bras, le plus possible avec des bras, parce que c'est plus facile à prédire dans le futur. Du stuff que tu lances à 100 000 heures, c'est facile à dire. Mais un gars qui frappe avec un bâton d'aluminium dans le collège, T'as aucune idée. il n'a jamais vu une slider ou une curveball qui a spiné comme ça, qui a lancé autant fort, mais c'est juste ça qu'il va avoir à l'année longue. Fait que, c'est difficile. On parlait de comment c'était dur un gars comme Yelich, là, qui est un MVP, puis il revenait, que ce soit la confiance, des choses comme ça. Des jeunes qui arrivent tôt comme ça, la confiance, ça s'élimine. Là. C'est des humains. C'est normal là, que quand tu es 0-40, puis tu te fais dominer, puis tu n'as aucune idée pourquoi tu te fais dominer, que qu'est-ce que tu faisais avant, ça marchait, mais là, ça ne marche plus. Là, tu redoutes au complet. Fait que, c'est ça le risque qu'on parlait d'avoir un gars comme Halladay arriver dans les majeurs le plus vite possible. Mais c'est là les choses qu'on n'est pas capable de quantifier. C'est quoi la confiance d'un joueur? On l'affecte-tu? C'est quoi? Ont-ils besoin de gagner? Sont-ils capables de perdre? Sont-ils capables d'être capables de... Tu t'échanges 162 matchs contre 30 matchs. Faut jamais que tu oublies ça. Ouais, moi, 162 matchs contre 30 matchs. Moi, honnêtement, oui, j'étais comme j'embarquais dans le hype Jackson Holiday au début de l'année. Je veux pas me baser non plus. Je veux pas non plus, tu sais... Ça a été un début difficile dans la Ligue majeure. On l'a vite renvoyé justement avec sa confiance soit entièrement détruite. Je pense que ça va être un excellent joueur de la Ligue majeure. Mais je pense que présentement, tu peux aller chercher beaucoup plus en retour pour un jeune joueur comme lui, dans un package deal, comme on dit en bon français. Parce que je suis pas sûr que honnêtement, que. Puis je ne l'aurais pas de le dire. Le nombre de prospects du côté de Baltimore. De toute façon, il va falloir qu'il aille chercher un lanceur partant. C'est beau de voir que présentement, aujourd'hui, on tourne aujourd'hui, on est mardi le 2 juillet, ils sont devant les Yankees. Mais là, on est en mois de juillet. Là. Les Yankees vont bouger pendant la période des échanges. Puis honnêtement, les gros noms, les bons lanceurs qui vont être disponibles, ça va être qui puis ça va être où? Tu parles de 12 départs. Ben, à la fin de l'année, ça peut être si t'es 10-2. Tu as 12 départs. Ben, j'adore tes calculs. J'adore le fait que tu as pris tes doigts aussi. C'était très fort. Non, je comptais par semaine. Combien de semaines que j'avais fait? 12 départs. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que s'ils veulent rester dans la course, c'est sûr que les blessures qu'ils ont eues au monticule vont rattraper les Orioles. Ils n'auront pas le choix de bouger. On peut être au moins d'accord là-dessus. Le gros lanceur, là, j'avoue, c'est ton époque. Le gros lanceur qui a fonctionné dans les échanges de même, c'était CC Sabathia. Lorsque CC est parti, il a été dominant. Ensuite, c'est retrouvé avec les Yankees. Mais ça, c'était un échange incroyable. Ouais. Sans aucun doute. Un autre, c'était Rick Sutcliffe, 16-2, quand ils sont allés chercher. Est-ce que lui peut te donner ça? S'il te donne ça, il faut que tu y penses. Ben, il donne déjà ça avec les White Sox. Imagine ce qu'il va faire avec les Ça va Orioles. être intéressant. Simon, veux-tu Même chercher s'il les donne statistiques ça, là. de Crochet? même s'il donne ça, Ouais. même s'il donne ce que tu as besoin, même si tu as une deux au complet, mais tu sais, c'est l'année prochaine, l'année d'après, l'autre année d'après aussi qui compte. N'oubliez pas que le plan qu'ils ont, les Baltimore, là, c'est pas un plan d'une année ou deux. L'année passée, ils n'étaient pas supposés d'être là cette année. C'était supposé d'un rebuild de 4-5 ans, puis ils sont 2-3 ans en avance. Mais là, ces 2-3 ans en avance-là qui sont pas capables sont-ils capables de dire, OK, pendant 3 ans, il ne faut pas se faire tenter trop, il ne faut pas y aller trop fort parce que là, on change toute notre trajectoire un peu de ce qu'on pensait. Puis c'est quand ils vont dépenser l'argent. Eux autres, ils l'ont tout dans la tête. Là, c'est quand qu'on va dépenser l'argent parce qu'eux autres, ils prédisent, OK, d'ici 4-5 ans, on va être capable d'avoir, mettons, 10 prospects qu'on pensait qui auraient été bons, mais on en a 3-4 là-dedans qui sont bons, vraiment bons, qui sont établis joueurs de majeur. Sont-ils capables de s'acheter avec l'argent qu'on a, de s'acheter 3, 4, 5 autres joueurs? Puis, c'est juste ça qu'ils pensent. Ils pensent juste 2-3 ans plus tard, ils pensent juste l'argent qu'ils vont avoir. Comme, mettons, ils ont-tu 30 millions à dépenser l'année prochaine de plus? Ils ont-tu 20 millions? Ont-tu 100 millions dans 5 ans? C'est quoi? Puis c'est où qu'ils l'investissent? Puis moi, j'ai les controllable assets. Ça, c'est beau. C'est bien le fun d'avoir des jeunes, hein? Mais tu ne seras pas capable de tous les payer de la gang. Hein? C'est clair, c'est pour ça qu'ils vont les avoir. Le noyau est là pendant 5, 6, 7 ans. Après ça, ils vont tous partir à gauche et à droite parce qu'ils vont. Écoute, c'est des méga têtes. Mais tu peux pas te permettre de perdre tout ça parce que tu vas avoir un trou. Oui, mais c'était les Orioles, tu peux pas, présentement, quand tu es en première place dans l'Est, dire hey, on bougera pas pendant la période des échanges parce que notre place, c'est sur 4-5 ans. Là, moi, je suis pas un amateur de statistiques, tu sais, j'aime pas ça. Mais je vais te parler de Crochet. Il y a une fiche de 3-3. Il est avec les White Sox. Soit que n'importe qui. Je veux pas te faire fait. Pedro n'a gagné Cy Young. Les gros lanceurs gagnent par tout ce qu'ils lancent. Ça, là, dis-moi pas ça. Tu regardes sa fiche, 6-6. Oui, il n'a pas 3.02. 9-13 en carrière. Il est bon. Mais c'est pas lui qui va te faire gagner un championnat. Là. C'est juste que je trouve que c'est un des noms intéressants présentement. Il a seulement 25 ans. Qu'est-ce que j'aime? C'est ça, exactement.
Qu'est-ce que j'aime là-dedans, comme disait Max, je pense que c'est là, tu t'en allais, il est jeune, puis il va avoir le contrôle. Il va avoir le contrôle pendant longtemps, puis un lanceur, c'est toujours plus facile à prédire. Pour un marché comme Baltimore, puis je pense qu'ils ont un noyau de jeunes plus intéressant à donner aux White Sox, ce que les White Sox veulent, que ce que les Dodgers ou les Padres ou même les Yankees vont vouloir offrir. C'est pas les Guardians qui vont aller après eux autres. Les Rangers du Texas vont peut-être courir après, je sais pas, c'est une de leurs faiblesses présentement, tu sais. Astros peut-être, ça va être vraiment intéressant, mais moi je pense que c'est le gros nom d'ici le mois de juillet, tant qu'à moi, dont on va entendre parler le plus souvent. Puis moi, ben, vous savez mon amour pour mes oiseaux maintenant, fait que... Mais en tant que GM aussi, il faut que tu te dises, il y a les GM qui vont l'échanger à New York, qui sont safe, à Los Angeles sont safe, mais à Baltimore, d'ici 2 ans, ils vont se faire peut-être échanger si le plan ne s'exécute pas comme du monde. Fait que tu sais, veux pas, c'est qui a le plus de leeway un peu, là? C'est qui les vétérans qui vont comprendre, OK, moi, je suis capable d'avoir un mauvais échange. Les Dodgers, ils peuvent se permettre un mauvais échange. Ils peuvent se permettre de perdre 1 ou 2 joueurs, pas Baltimore. Non. Fait que, tu sais, c'est le GM de Baltimore, il y a beaucoup plus de stress. C'est un gars, Friedman, qui va un contrat à 100%, il va être là dans 10 ans. Il fait des transactions un petit peu différentes. Il prend des risques complètement différents qu'un joueur, qu'un GM qui a à Baltimore, qui ne sait même pas s'il va être là dans 1 an ou 2 ans ou 3 ans. Puis après moi, ils ont vraiment confiance en eux autres, mais quand même, c'est le même que ça marche au-dessus. C'est facile d'échanger un GM. Puis l'autre GM arrive, puis il prend tout le bénéfice de ce que l'autre fait. Je vais te conter une anecdote sur ça. Je vais te conter une anecdote. Alors, j'ai aidé Landry, vice-président marketing chez les Expos. Il fait un travail incroyable. Ça n'a jamais monté. Les ventes augmentent, la publicité, tout. Puis il n'est pas d'accord avec le contrat qu'on veut donner à Steve Rogers à long terme. Okay? Puis là, il est en réunion avec M. Brofman puis avec M. McCabe. C'est le commentaire que lui vient de faire. Et là, l'autre dit, ça n'a pas de bon sens l'argent que vous allez dépenser. Et là, M. Brofman l'a regardé d'un air sérieux. Il dit, Roger, c'est plus facile de remplacer un vice-président marketing qu'un lanceur. Oh! C'est ça, un directeur gérant. C'est plus facile de remplacer un directeur gérant qu'un lanceur. Ouais. Impossible. Alors, vu qu'on déménage, on regarde l'intérêt de déménager. Exactement. Mais en fait, on peut, parce qu'évidemment, ben écoute, ça va rester là-dedans aussi, parce que je ne pensais pas arriver à ce sujet-là tout de suite, mais je pense que le lien est quand même assez évident. Parce que oui, justement, on est quoi, 2 semaines, 3 semaines maximum de la période des échanges? En fait, c'est une question... Je me dis, je pense que tous les joueurs des Rockies rêvent peut-être de déménager. Puis après ça, quand je pensais à ça hier, je me disais, puis je pose la question à toi et deux, surtout Eric, parce que t'as côtoyé et t'as vécu des situations peut-être similaires, ou en tout cas côtoyé des gars qui ont vécu ça. Quand t'es dans une équipe qui va nulle part, ou une organisation comme les Rockies, ils sont pas sur le point de se redresser, on est d'accord. Là, les Orioles ont fait des changements qui montraient de l'espoir. Les Rockies sont sur respirateur artificiel. T'espères-tu être échangé quand tu es dans une équipe de même où tu dis non, il y a la fierté, il fait que tu veux être là pour quand les choses vont tourner? Mais ça dépend. La reconstruction. C'est ça, mais ça dépend aussi. Si c'est un vétéran qui a été signé, si c'est un jeune joueur, ça dépend aussi de ce que tu es. As-tu une famille? Il y a beaucoup de variables qui se passent. Moi, qu'est-ce qu'on aime? Moi, qu'est-ce que j'adore, c'est OK, on va pas juste oui, je veux gagner. Mettons, j'étais à la fin de ma carrière, j'ai le choix, je veux gagner, puis tout le monde le sait dans ma famille, parce que c'est déjà établi qu'on a une baseball family, puis c'est ça qui se passe. Tu sais, c'est facile de faire ça. Tu es établi par rapport à un vétéran. Mais si tu es jeune, tu n'as aucune idée de ce qui va se passer avec ta famille, une jeune famille. Tu changes d'école, des choses comme ça. Il y a beaucoup de changements qui se passent. Fait que, c'est quoi le gros impact? C'est difficile, c'est pas facile. Moi, je l'ai fait à Boston quand j'étais avec les Rangers. Je me suis fait échanger à Boston. Tu sais, moi, je voulais pas me faire échanger. On négociait un contrat de 3 ans, ça n'a pas marché. Fait que moi, on a vu que ça n'a pas marché exactement. Ils m'ont échangé comme des jeunes. Tu sais, c'est pas facile parce que moi, je voulais rester avec les Rangers. Je voulais les aider à construire pour le futur. Mais moi, j'étais un vétéran. J'avais quasiment fini ma carrière. Fait que, tu sais, ça dépend si tu es rendu où dans ta carrière. Oui, tu veux gagner à 100%, mais tu veux quand même être une place que tu veux être confortable avec ta famille, que ce soit que tes enfants à l'école, des choses comme ça. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. L'argent, c'est pas juste ça. C'est vraiment se sentir à l'aise, se sentir une place que tu es désiré. C'est ça qu'on veut en tant qu'athlète. Et comme jeune joueur, tu as grandi dans cette organisation-là. Alors, tu as la fierté d'avoir grandi avec Denver. Et dans ta tête, tu fais partie des meilleurs joueurs. Et surtout, tôt dans la carrière, j'ai rien contre Denver, mais c'est une belle place à vivre. Entièrement. Non, mais j'allais dire parce que la qualité de vie là, aussi... tu t'en vas là quand un jeune joueur, tu te dis, hey, je suis bien à Denver, j'ai une belle vie. Veux-tu aller vivre à Chicago? C'est aussi la chance de jouer. La chance de jouer, la chance de t'établir. C'est pour ça qu'il faut tôt dans ta carrière, t'es bien. En fin de carrière, tu veux d'autres choses.
Exactement. Ça dépend, t'es rendu où. Fait que, c'est difficile, c'est pas facile, c'est pas le fun. Moi, j'ai eu une mauvaise expérience. Je suis arrivé à Boston, j'ai changé mon rôle au complet. J'ai pas été capable de m'adapter. Fait que, qu'on parlait de faire des échanges, c'est pas facile de dire, OK, on échange ce gars-là, puis il va bien ici. Il y a beaucoup d'autres choses qui changent. Là, c'est pas garanti un gars qui il va être bon à Chicago. On parlait de Chicago, qui va aller à Los Angeles. C'est complètement différent le marché. C'est facile de mettre d'une équipe mauvaise puis de rester positif parce que t'as pas l'attention. Mais quand le light is on, quand tu es à Boston, quand tu es à New York, c'est pas tout le monde qui est capable de juste bloquer tout et de performer sur le terrain. Il n'y a pas tout le monde qui est des Derek Jeter qui sont capables d'avoir des David Ortiz. Il y a du monde que ça va bien quand il n'y a pas trop d'attention, ça va plus, c'est plus facile. Fait que faut t'essayer de calibrer ça un petit peu dans ton algorithme d'échange. Fait que c'est pas facile, ça. Juste pour terminer avec Interact, on parle des déménagements. Déménagement de Presley, un des meilleurs releveurs du baseball. Il part la 9e manche à la 8e manche et cette saison, il y a une saison difficile. Ouais. Ce qu'Eric a mentionné tout à l'heure. Moi, j'étais toujours à la 9e manche. Là, je m'en vais à la 8e manche. C'est pas la même préparation. C'est pas aussi facile que ça. Tu déménages. Toi, tu joues au 2e but, on va te mettre à l'arrêt-court. C'est pas comme ça que ça marche. Ben moi, honnêtement, je suis content que tu parles justement de Presley parce que moi, je l'ai toujours adoré avec les Astros de Houston. Un des meilleurs releveurs. Fait que, moi, c'est un échange. C'est un échange que j'ai jamais compris d'aller chercher Hader. Parce que oui, c'est un des meilleurs releveurs aussi, qui n'a pas une saison si extraordinaire que ça. Je veux dire, mais il est bon pareil. Il est excellent, on s'entend, mais quand je me mets à la place de quand Presley, tu dis, c'est quoi c'est une claque sur la gueule. Ben oui, ça fait depuis 3 ans. Écoute, je vous amène en série mondiale, j'ai closé en série mondiale, puis vous me dites que je suis pas capable de faire la job. Il n'a pas 38 ans, là. L'année passée, il n'a pas fait le travail. Il était correct, mais Hader aussi était correct. Il n'a rien pété à San Diego. Tu fais un changement? Malheureusement. Mais aussi les bonnes. Oui, mais OK, écoutez bien, il y a peut-être que Hader, l'amener là, c'est vraiment incroyable. Là. C'est dur de marquer sur une grosse. Avoir un gros impact comme lui. Mais tu sais, Presley, c'est un vétéran. Ils ont été capables d'y parler, puis était-tu correct avec ça? Tu sais, moi, quand je me suis fait échanger à Boston, Pablo Bonds, c'était un closer. Puis moi, ils me l'ont demandé, ils ont parlé, tu sais, ils parlent aux joueurs. Là. C'est pas comme le GM, il est tout seul dans son cubicule. Mais qui t'a parlé? Les Rangers t'ont parlé ou Boston t'a parlé? Non, mais Boston, c'est sûr qu'on parlait à Alex Cora, c'est sûr qu'on parlait à des joueurs qui ont déjà joué avec moi pour savoir si c'est correct que j'arriverais là, des choses comme ça. Mais que Hader, comme mettons, là, ils ont parlé à Pablo Bond, ils ont parlé à Presley quand ils l'amenaient, puis d'après moi, ils ont parlé, c'est sûr. Ils vont pas juste faire un move puis créer le bordel là, dans surtout qu'un bullpen, ça marche pas comme ça. Exactement. Mais moi, dans le cas de Presley, je pense qu'ils ont parlé après l'échange. Mais tu as ouvert une porte que je trouve intéressante. Qu'est-ce que tu penses qu'ils ont dit à Pablo Bond quand ils ont dit « Hey, on va aller chercher Eric ». Comment tu te sens? Tu te sens-tu menacé? C'est quoi les questions? Ouais, puis... Mais clairement, il a dit oui parce que tu étais là, mais tu veux dire quel genre de questions, quel genre de discussion, à quoi ça peut ressembler? Ben, je pense qu'il va dire, gars, on a une chance d'être capable de mettre la main sur un bon releveur numéro 1. OK, toi, c'est ta job, on sait c'est ça. S'il est correct de venir ici en tant que releveur, en tant que settlement, tu es correct avec ça. Notre but, c'est d'avoir plus d'impact en dessous de vous autres. Tu sais, c'est l'important. On parlait des Raiders, c'est l'importance de gagner d'un playoff, c'est les releveurs. Fait que je pense que si tu veux gagner un gars comme Pablo Bond, qui est vraiment une personne incroyable, qui est vraiment fiery, on l'a vu avec Harper, c'est vraiment une personne. C'est ça, j'allais dire. Moi, l'image qu'on se souvient, c'est la bataille avec Harper dans l'abri des joueurs. C'est une personne, c'est un joueur d'équipe. On va oublier mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est un joueur d'équipe. Il essayait d'avoir une impression sur son équipe. C'est la même affaire quand moi je suis arrivé là. Puis il était vraiment accueillant. C'est une des personnes que j'ai eu la meilleure relation avec lui parce que moi, ça allait pas bien. Puis il essayait de m'aider. Puis moi, dans le but là-dedans, c'était juste de gagner. Puis lui, c'était la même chose. Fait que quand tu as une discussion comme ça, qu'ils m'ont parlé aux joueurs, c'est sûr qu'on parlait à Alex Coron, ils ont demandé Eric, c'est quellement qui est dans le clubhouse. Si maintenant ça va pas bien, vas-tu tout chambarder au complet ou il va se trouver une place et faire qu'est-ce qu'il peut faire même si ça va pas bien? Fait que c'est toutes des discussions comme ça. C'est sûr qu'ils ont parlé parce que les Astros, ils veulent pas. Ils connaissent de data et la technologie et tout ça, mais ils savent c'est quoi, qu'est-ce qu'il prend pour gagner. Puis je pense que c'est la communication. Je pense que c'est sûr qu'ils ont parlé peut-être après, mais d'après moi, il y a une discussion avant. Hey, ça se peut qu'on soit capable d'aller chercher un joueur numéro 1 de releveur. Fait on peut pas passer là-dessus. Je l'ai vécu, puis je te dis ça. Non, mais j'ai vécu, c'est ce qu'Éric vient de mentionner. Tu vas aller chercher un joueur, tu dois discuter avant. Les discussions là, que j'ai participé, non officiellement avec un titre, mais officieusement, qu'est-ce que tu penses d'un joueur, dont Eric, dont Pedro Martinez, dont Wetland, qu'ils m'ont appelé et dit qu'est-ce que tu en penses? Mais je dis dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Dans le cas d'Éric, le plus grand gars qui voulait avoir Eric, puis à cette époque-là, il était lanceur partant, c'était Philippe. Je lui ai dit, Philippe, quand tu vas l'avoir? Releveur.
Ah, ouais. C'était ça. Puis il était partant déjà à l'époque. là. J'avais été le voir à Vero Beach. Il avait lancé, Philippe, il dit, releveur. Reliever. Les Dodgers, ils ont cru en lui aussi. Mais Il connaît les Québécois. Pardon? Il connaît les Québécois. Oui, il les connaît. Il les connaît bien. Non, puis en Ouais, fait, ok. on s'en va un peu ailleurs parce que mais ça fait partie encore du tout, mais parce que on a parlé de Paddleball, mais c'est drôle parce que j'écoutais un podcast de baseball où il était l'invité puis il racontait évidemment, il parlait de la fameuse bataille avec Harper. Puis quand il était rentré dans le vestiaire des joueurs, c'était une époque où Washington se cherchait un peu, puis il a pas challengé tout le monde, mais c'est genre, où c'est qu'on s'en va? Moi, je suis venu ici pour gagner. Comment ça fait que. Puis c'est Il drôle. les a réveillés. Oui, mais il me parlait de cette journée-là où tout le monde. Après qu'il ait comme challengé, vraiment qu'il se soit. Il a même challengé le gérant. Il dit: ce que je suis en train de faire, c'est pas le job de du gérant de vous brasser un peu. Pourquoi qu'on te dit de se parler de même dans le vestiaire? Vraiment comme s'il s'est mis au centre de parler. Et ça a l'air que tout le monde servirait de bord. Et vraiment comme genre, il s'est retrouvé tout seul sur son île. L'histoire est extraordinaire. Puis c'est pas Quand t'as des raisons, des fois, qu'est-ce qui se passe? Parce que le veut pas. Ce que lui voulait faire, c'est dire, gars, on est des exemples aux joueurs. Tu bosses your ass to first base. T'es le gars que tout le monde regarde. Puis t'es l'exemple à donner aux jeunes. Cool. C'était juste ça, dans le fond. Tu vas pas t'attaques pas personne ici. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait après? Il a parlé au GM. Il a dit, hey, les gars, les boys, je m'excuse. J'aurais jamais dû faire ça. Mais le fait de faire ça, là, c'est ça un leader. Ça veut pas dire qu'un leader est parfait. Exact. Oui, Ben mais non, voyons. attendez, là. Un gars qui dit, gars, là, la raison pourquoi je faisais ça, puis lui, c'est un releveur, va-t'en dans le bullpen. J'aurais peut-être raison là-dessus que c'est peut-être ça que Harper il a dit, get your fucking ass in the bullpen. Ah ouais, c'est ça. Mais par contre, Tu sais, puis Paddleball, mais par contre, il n'y avait pas tort, puis je te garantis que Harper, il parle encore à Paddleball, puis je comprends, parce que c'est sûr à 100%, il n'y a pas un joueur qui veut gagner autant qu'une personne qui va dire que parfaitement, il va tout le temps communiquer. Quand t'es émotionnel, ça sort, et les joueurs comprennent ça. Fait que, regarde, Eric. On va les chicanes, on va dans le temps, c'est normal. Et regarde ce que ça a fait à la carrière de Harper. Harper, depuis ce temps-là, court au premier but. Depuis ce temps-là, il connaît une carrière incroyable. Leader. C'était un réveil. Malheureusement, à l'époque, c'était un coup à femme de cadran. Il l'a fermé sa tête. Mais le lendemain, quand il a sonné, je regarde Harper. Je peux t'en compter d'autres qui sont arrivés chez les Expos, même chose. Et ça a brassé. Sur l'autobus, une fois, là, on aime ça, ces histoires-là. Let's go! Ça arrive souvent. On était au camp d'entraînement. Et puis, sur l'autobus, la bagarre éclate. Bagarre, là. Ah, une bonne bagarre. Et là, Dawson s'était choqué. Dawson. Oh, tabarouette. Dawson qui S'il y en choque. a un que j'aurais pas voulu me battre. Et là, la bagarre éclate. Je me souviens, je vais dans le vestiaire. J'ai dit, dès qu'on a une bonne bataille, dès qu'on est le gérant, on a une bonne bataille avec Dawson. On dit, là, Dawson va régler ça. On l'a pas arrêté parce que c'était le temps de le faire. J'ai vécu, moi, à Los Angeles, derrière le marbre, OK? Quand j'ai frappeur. Crow Marty avait tendance. Je pense à chaque fois qu'on avait une bataille, Crow Marty était dedans. Mais il avait tellement l'air fin. Il était, mais il avait le don de motiver les joueurs pas de la bonne façon. Ah, pas vrai? Mais il y a des fois, c'était spécial, Crow. Fait que là, on était à Los Angeles. He was steering the pot. Oh, qui était capable. On est à Los Angeles, pratique au bâton. Puis tu sais comment est-ce que c'est? 5, 4, 3, 2, 1, les élans. Puis les gars frappent. Et là, on est rendu à 1. Et Crow en prend un autre. Élan. Là, Parrish, il dit, « Hey, Crow, voudrais-tu, s'il vous plaît, bouger tes faufounes? » Tu es assez présent. Je me souviens, on se souvient de comment d'un langage assez spécial. Ouais. Et là, on est dans l'abri et les deux veulent se battre. Mais moi, je suis dans le milieu par pur hasard. Là, Dawson arrive. J'étais content, c'est vrai. Dawson arrive. Et là, Dawson, ça s'est réglé là. Mais j'ai vu une autre fois que Parrish et lui sont battus au moins 3 fois, dans ma connaissance. Au moins 3 fois. Parrish Cromartie? Au moins 3 fois. Mais c'est comme n'importe quel bon film de boxe. Il y a eu plusieurs Rockies, ça prenait plusieurs Parrish Cromartie. Mais il y en a eu des vrais. Mais ça fait partie, tu sais, Eric, t'en as vécu toi aussi. Et aujourd'hui, moi de la passion. Aujourd'hui, Parrish et Cromartie, c'est des grands amis. Cromartie ont été à Atlanta. Et là, l'équipe, ça va nulle part. C'était Bill Verdon, le gérant. On se souvient de cette époque-là. Monsieur Souris. Et là, on s'en vient. Les Expos perdent le match. On est à Atlanta. Puis tu sais, après les matchs, tu t'en vas à Atlanta, il y avait la table avec toute la nourriture après le match pour que les joueurs puissent manger. Cromartie arrive et il renverse la table. Oh, c'est la seule fois que j'ai vu Verdon furieux. L'ancien Parce qu'il militaire. avait faim. Non, il a dit, écoute bien, il y a des gens qui cherchent à manger. Il y a des gens qui n'ont pas de nourriture. T'es qui pour faire ça, toi? Paye le lunch. Ça, je peux te dire ça. Wow. Il y a eu un silence.
Lui, il a dit, si quelqu'un va renverser la terre, il va payer pour. Pense aux gens. Il n'a pas dit la crise n'a rien donné. Ben ouais, je suis même pas là, je me sens comme de la merde, man. Fait que. Toi, t'aurais renversé la table, t'aurais payé la table aussi. Ouais, mais en tout cas, Non, mais ça a été peut-être mon style. Il y en a d'autres, c'est à l'inverse. J'ai vu des joueurs dans l'abri comme sans prendre, puis ça s'en prend, puis ça crie. Les gens ne savent pas tout ça. Mais t'as mieux ça qu'un gars indifférent qui accepte excellent. la défaite sans rien dire. Ah, c'est pas plus grave que ça. Hey, les boys, on fait ce qu'on aime dans la vie. Tu sais, je veux dire, tu Oui, mais attends une tu veux des seconde. passionnés, là. Ouais. Devant le média, tu n'as pas le choix. Je suis d'accord. Devant le média, si tu critiques un coéquipier, tu te fais planter. Si tu le critiques pas, tu te fais planter. Tu vas te fermer. Regarde ce qu'il a fait. Non, mais c'est pas As-tu vu compliqué, Judge là. cette semaine avec Strowman? Strowman, Ouais, c'est ça. il affronte. Je ne sais pas si tu l'as vu. Peut-être que tu l'as pas vu, tu faisais du vélo, toi. Et là, J'ai juste vu le vidéo, mais c'est-tu vraiment vrai ce qu'il a dit ou. il a Que j'ai calmé. vu le vidéo, mais je sais pas. Tu l'as vu, ça. Tu l'as vu le prix. C'est assis, debout, tous les deux. Puis il a juste parlé. Et ensuite de ça, Strowman, en avant de l'abri, va corriger ses joueurs. Il a débarqué la deuxième manche. Il a fait une crise à cause d'un mauvais jeu en défensif. Oui, c'était un mauvais jeu. Mais l'autre, il a dit. Il n'a pas fait ça sur le coup, là. Il a attendu 3-4 manches. Quand il est arrivé, il s'est mis debout à côté de lui. Pas fait de crise, il parlait. Tout ça, c'est que Strowman faisait ça. Oui. C'est sûr qu'il n'invitait pas à souper, mais poliment. Mais ça fait partie du jeu, ça. Ça fait partie du Mais jeu. ouais. Mais je le répète, C'est le donne-moi des gars responsable- passionnés, mais donne-moi des gars qui ont la mèche un peu courte. On veut pas juste de ça, on veut pas juste de ça dans un clubhouse, dans un vestiaire, mais tu sais, moi, quelqu'un qui aime pas perdre, moi, quelqu'un qui accepte la défaite d'une façon passive, très zen, tu sais, Hakuna Matata, ça me tape ses nerfs, ça. Mais ça, c'est moi, là, mais bon, Non, c'est mais bon, ouais. et c'est le fun. Là-dedans, le plus important, là, tout le monde, on est tellement ensemble longtemps, on est quasiment 12, 13, 14, 15 heures par jour ensemble dans le même locker room, on se connaît. Là. On prend des douches ensemble. Fait que veut pas. On le sait c'est qui va exploser, on le sait les personnes, tu sais, on comprend, puis c'est une relation que tu as tous les jours, que tu parles, puis tu sais c'est qui le leader. Puis le leader, un gars comme Judge, il n'est pas obligé de dire, il n'est pas obligé de crier. Là. Il Il a peut pas juste regarder, crié, hey, non, il dit, yeah, this is not the Yankee way. On fait pas ça. On fait pas ça ici. C'est tout. Tu sais, il y a des choses comme ça, puis t'as juste besoin de dire ça, puis veut pas, là, puis Strowman, s'il va dire, jusqu'à là, on a Don Mattingly, on a Babe Ruth, tous les joueurs qui ont joué ici, des Jerry Jeter, là, c'est ça qu'on fait, là, this is Dodger way. Mais this chez is Dodger, Yankee tu l'as way. vécu, toi? Tu l'as vécu, Ah ouais, ça, mais des moi, j'étais crises? chanceux, Wow. j'avais des... Il y en a toujours des crises, ça. S'il n'y en a pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose gagnes qui se pas. passe, Il n'y a ça, pas de passion, c'est Non, tu exactement. gagnes pas. Exactement. Hey, je veux une question parce qu'évidemment, je regardais hier évidemment de la course pour le match des étoiles qui serait peut-être partant de chaque position. Ça fait quelques années que j'essaye d'embarquer dans le match des étoiles. On a un bon exemple l'année passée, moi et Eric, Eric et moi, on l'a regardé. En fait, on a regardé le concours de coups de circuit. On a passé la soirée sur FaceTime puis à commenter. Mais Je l'ai écouté à TVA, t'as eu tout un commentateur ce soir-là. t'as une minute. Oui, mais tu sais, on se parlait en même temps. T'inquiète. Non, tu étais déjà dans l'équipe avant même qu'on te signe. Ah, OK, c'est Comme correct. agent libre. Agent libre. Mais il y avait plus de passion dans ça. Puis dis-moi si je me trompe. C'est drôle, hier, c'est venu me chercher. Je me souviens du souvenir de. C'est 82 qu'on a eu le match des étoiles à Ouais. Montréal. Le Exactement. premier concours des coups de circuit. Et j'étais tellement excité Et au- d'avoir le match des Ah, étoiles. Premier ici, concours des coups de circuit. de tous les temps. En fait, de tous les temps. Des temps modernes, Le on va vrai. dire. Ah, on avait fait un concours. Lors de la journée de la pratique au bâton, on avait demandé C'est officiel ou pas officiel? Je me souviens pas. Non, cette on avait, non, on avait invité le monde en pratique, puis on a fait un concours de coups de circuit. Qui est-ce qui était là? Il y C'est avait- Roger qui a cette idée-là, en plus. Merci beaucoup. C'est Roger qui a l'idée. C'est vrai? Pour vrai? Hey, les gars, il y avait 50 000 personnes en pratique. Ouais, Qu'est-ce que tu- ah ouais. Il y a 50 000 personnes en pratique. Qu'est-ce que tu vas C'est qui a faire? gagné? Je me souviens même pas qui s'est Non. gagné, mais c'était bon. Le Ben, monde ont capoté. j'imagine. Mais moi, j'étais fébrile de savoir qu'on avait le match des étoiles. C'est-tu moi où la passion du match des étoiles disparaît un peu? Ah non, pas dans la ville qui a eu lieu. Ah non, non. Non, mais je parle en tant que joueur. Je suis juste comme curieux. Pensez-vous que... Tu sais, oui, c'est une coupe de jours de congé. Le problème que tu as à tous les matchs des étoiles, dans tous les sports, les étoiles n'y vont pas. Il devrait pas avoir de bonus, puis il devrait avoir... Jamais... C'est le gars qui refuse d'y aller. S'il est blessé, on parle de deux choses différentes. Exact. Mais s'il refuse d'aller, il n'y a pas une blessure majeure, son nom ne devrait jamais apparaître qui a été choisi sur l'équipe des étoiles. À compter de ce moment-là, ça va être les meilleurs joueurs. Eric n'aime pas ça, mais c'est pas grave. Toi, t'as-tu refusé? Non, mais en tant que fan, non, j'ai pas refusé, j'ai Non, jamais refusé. J'ai pas été 24 ans non plus en ligne. là. J'ai été 3 fois. Mais les meilleurs joueurs, mais t'es Trois allé. fois, hein? T'es allé 3 Pas fois. plus que 3 Non, fois. mais tu sais, veux pas.
Ouais, 3 fois. La première, Hey, c'est beaucoup, Milwaukee, toi, là. Ben, je dis pas ça méchamment, mais c'était dans ma C'est un tête. lanceur. C'est mon admiration pour lui. J'étais sûr qu'il avait là au moins 5-6 fois. Oui, mais c'était là closer des closers. Fait que je m'attendais à ce que, tu sais... excuse-moi. 3 fois. J'ai créé un... Je Trois vais-tu fois, créer un puis malaise, c'est là? Ou, Hey, Non, écoute, c'est correct. Moi, j'aimerais ça en avoir 5. Non. Non, mais je repose la question. Moi, C'est-tu je trouve aussi ça motivant pour les épouvantable. joueurs Je aujourd'hui? trouve ça épouvantable. C'est un manque de respect envers les partisans. Et c'est là que tu perds. Tes meilleurs joueurs ne sont pas nécessairement là. Pourquoi? Je me sens pas bien. S'il vous plaît, là. S'il vous plaît. Là. Mais gars, on change les règlements, puis on parle des blessures, des choses comme ça. Puis vraiment, là, pour le baseball, c'est-tu la meilleure façon d'avoir un match des étoiles dans le milieu d'une année? Ça vaut-tu la peine? Le risque, ça vaut-tu? Tu sais, comme on disait, que les joueurs ne veulent pas y aller. Parce que pourquoi? Parce qu'on voit l'impact de 2-3 jours de congé sur notre corps, là, parce qu'on veut pas, on continue le temps. Fait que, tu sais, ça serait comme football, ils le font à la fin de l'année. Avec les équipes, mettons, du Japon, ça serait-tu fun de faire ça, un gros événement, que tous les All-Stars y vont, qu'ils vont payer un gros montant, tu fais à la fin de l'année. Y a-t-il une façon de changer ça? Parce que veux pas. Moi, en tant que lanceur, là, c'est difficile. Là. Quand je me dis, tu as 2-3 jours que tu peux aller relaxer puis rien faire, puis juste turn off le baseball même, là, ça fait du bien, énormément de bien. Tu reviens, t'es frais, t'arrives là, dans un All-Star Game, tu as 10 000 autographes à faire. Je changerais ça jamais, mais l'impact que là, la fatigue que tu as, des choses comme ça. Moi, j'ai mon seul blown save que j'ai eu, c'est à Chicago, justement. Parce que mentalement, tu décroches complètement. Tu as besoin de décrocher. Fait que, tu sais, oui, c'est pour les fans, c'est pas un événement incroyable, c'est plus une célébration que d'autres choses. Mais là, il dit, this time it counts. Et la seule fois qu'il dit this time it counts, c'est là que j'ai eu mon blown save. Non, ça donne une idée. Non, moi, le match des étoiles. Moi, le match des étoiles, c'est le fun. On a besoin. On aura besoin d'un, ça c'est le fun, mais ça serait-tu. Mettons, on donne 2-3 jours de congé, mais exemple, si on serait capable d'avoir je ne dis pas une semaine, mais 2-3 jours de congé de tout le monde, puis faire ça à la fin de l'année. Tu sais, on a tout le temps besoin du content. On a besoin de parler de baseball en année longue, mais ce serait le fun. Ouais, mais maintenant, écoute, la série mondiale se finit quasiment en novembre, là, je veux dire. On est rendu au hockey, on est rendu au basket, on est rendu quand même ailleurs. Le football est en pleine effervescence. Fait que, puis en même temps, on essaie d'avoir la Coupe du Monde. Pas la Coupe du Monde, mais oui, on va pas plus ça de même. Ça, c'était spectaculaire cette année. Et pourquoi? Parce que les meilleurs joueurs ont participé pour la première fois. Pour la première fois, les Américains ont pris ça au sérieux. Moi, écoute bien, je parle de duel. Je ne l'oublierai jamais, le duel. J'ai eu la chance de le décrire. J'ai dit la chance. C'était Ohtani contre Trout. C'était un des plus beaux moments excitants. Et c'est ce qu'on a voulu avoir, pas un petit roulant à l'avant-champ. Ah non, c'est merveilleux jusqu'à la fin. Ouais. Ça, c'était tout. C'est ça le dilemme. C'est ça le dilemme dans les 162 games par année. Écoute, tu peux faire les Olympiques, tu peux pas faire le WCBC à chaque année. Le All-Star Break, ça vaut-tu la peine? Tu sais, c'est quoi qui est le plus important pour grandir la game? Le All-Star Game, ça vaut-tu la peine? Moi, je pense que... Moi, je pense que... capable de jouer dans le baseball. Mettons, dans les Olympiques, l'exposure... L'année des Olympiques, d'abord, les Olympiques, ça dure 4 jours. 5 jours maximum, ton baseball. Aux Olympiques, on devrait prendre congé et aller jouer aux Olympiques sans aucun doute. Sans aucun doute, à tous les 4 ans. Ça reste la plus belle fenêtre pour le sport. C'est immense, c'est immense. Écoute, la classique mondiale a monté jusqu'à quel point Miami n'a jamais eu autant de monde pour le baseball. Jamais. Ouais, non, je sais. Ah, c'est spectaculaire. Mais bon. Hey, on va regarder c'est une expérience. Représenter ton pays, représenter ton équipe, représenter ton... C'est vraiment important. On a besoin de ça parce que tu ne joues pas de la même façon. On parle de la République dominicaine. Caribbean Baseball, là, quand ils jouent pour leur c'est-tu le fun là-bas pour le championnat de fin de saison? C'est incroyable, tu sais. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de valeur là-dedans. Si t'aimes ça le baseball, ce qu'il vient de dire là, va au City Caribbean Series, tu viens de nous parler après. Écoute, oui, c'est incroyable. C'est un challenge pour nous nous faire plaisir. Ben exactement. Il y aura tous les trois. Mais non, mais on sait comment ça allait me faire la fête, comment ça s'est bien célébré. Puis, moi, j'ai fait un marathon à Cancun, c'est la plus belle fin de course que j'ai jamais vue. C'était de la musique, du feu. Et, non, mais tu comprends ce que je veux dire? Non, mais chez Latino, on voit à peu près, on voit l'ambiance. Mais juste avant de nous quitter, c'est des gens festifs. J'aimerais regarder la formation de 1982, vous donner une idée, c'était qui? Regardez ça, les joueurs des Expos qui étaient là. Rogers qui remporte la victoire, Carter qui est là, c'est incroyable, Reigns qui est là, Oliver qui est là, Dawson. C'était le fun de voir ça. Jim Fanning qui était le gérant, Pete Rose qui était là. T'en as des vrais, là, quand tu regardes ça, là, Eckersley. Là, Fred Lynn, moi j'adorais Fred Lynn. Regarde le gars à droite, le droit à droite avec sa casquette, Reggie Jack. Alors quand tu dis ça, là,
le match des étoiles, c'est que tu vois les plus grands joueurs de ton époque. Et là, tu arrives en 82, ils sont encore là, ils sont encore dans ta tête. Non, c'était... Tu sais, le match des étoiles commence, Rogers au monticule, Carter derrière la marbre. C'est spectaculaire. C'est spectaculaire. C'est sûr, c'était pas sympathique. Ben oui. Dans quelques instants, on va passer au segment, le segment Canac du côté des capitales de Québec avec un invité spécial aujourd'hui, Jean-Philippe Roy, qui va nous parler du développement, tout ce qui se passe dans la région, la grande région du Québec, qui est un super bel exemple que plusieurs régions, incluant Montréal, devraient suivre. Mais avant, juste un petit fait, parce que je sais que... Je tiens à te féliciter sur tes 8 questions que tu as préparées. Ben finalement, on passe à travers toutes, honnêtement. Il y en a juste une. Tu as compris tes faits dans ta conversation. Non, mais c'est parce que je sais que je suis là pour la discipline, mais j'aime ça vous écouter, fait qu'oublie ça la discipline, là, tu sais. Mais, en fait, j'en parlais hier, puis je me disais, c'est le genre de petit fait cocasse. C'est vraiment une statistique impressionnante, puis je suis sûr que tu vas partir là-dessus, parce qu'on se disait, faut trouver des segments où que Roger part dans ses histoires, parce qu'on t'écouterait. Tu sais, tout ce qui manque, c'est un feu, puis 2 petits culs qui t'écoutent, man, en se faisant des guimauves, puis statistique hyper intéressante qui a passé, si on l'a mis ici à la poche bleue. Greg Maddux. Et à chaque fois que je lis sur cet homme-là, je trouve que c'est un des lanceurs le plus sous-estimé. Malgré toute la gloire qu'on lui donne, malgré le fait qu'il est dans le temple de renommée, je trouve qu'il n'est pas assez mentionné souvent dans la phrase des meilleurs de tous les temps. 21 000 frappeurs à qui il a fait face dans sa carrière. 21 000 frappeurs. Je le dis très lentement pour que les gens absorbent ça. C'est arrivé juste 131 fois sur 21 000 où un frappeur avait un compte de 3 balles, aucune prise. Combien? 131 frappeurs sur 21 000. Il s'est jamais rendu à 3 balles, aucune prise. Ça, c'est une statistique qui est intéressante. C'est hallucinant? Wow! Ouais, c'est incroyable. Moi, honnêtement... Vas-y. Puis en plus, on parlait de blessures, des choses comme ça, de la façon pourquoi que les équipes ont... Pourquoi que les équipes ils ont des bons lanceurs? Comment tu vas former tes lanceurs? Tu sais, c'est... Hey, Greg Maddux, c'est une personne qui lançait, il a fait un match complet avec 82 lancés, des choses comme ça, en 2 heures. Ce qui était aussi la moyenne de sa balle rapide, 82, fait que, tu sais... Non, au début, il lançait 80 avec les cadres, il lançait quand même très, très fort. Mais c'est ça, un bon lanceur, c'est ça l'évolution qui est arrivée. Ce que moi, j'ai pas été capable de faire, c'est de... Quand c'est ton déclin, ça va pas bien, mais là, tu penses encore la façon que tu pensais avant. Exactement. Lui, il était capable de faire son ajustement. Il lançait à 84 000 à l'heure, là, sa balle bougeait partout. Mais l'impact qu'il y a eu, ces jeunes, juste à Talenteau, de la regarder lancer. On parlait des blessures. La façon, moi, j'ai écrit des choses sur lui. Là. Il lançait dans le bullpen. Là, puis il y avait un gant qui mettait, tu vois, le catcher mettait son gant là. Il bougeait pas. Puis il dit, OK, non, tourne ton gant un petit peu. C'est là qu'il voulait. Parce qu'il voulait voir la façon, tu sais, où ce qu'il regardait, parce qu'il regardait juste genre ici. Là. C'est incroyable. Puis il lançait toujours dans le fond. Toujours son même receveur. Tu voyais, exactement. Il lançait pas l'entour des doigts, il lançait là. Si tu voyais, là, c'était vraiment incroyable. C'est un artiste, c'est un peintre qui lançait à 80, 50 60 puis il sentait la façon que la balle lançait de ses doigts. Tu sais, l'art de lancer, c'est un artiste, ça. C'est ça qu'il était capable de montrer. Puis c'était vraiment impressionnant à regarder. C'était comme un Picasso sur le monticule, là. C'était vraiment incroyable à voir. Mais là, à cette heure, les joueurs, ils lancent à 100 000 à l'heure, mais ils n'ont aucun feeling. Tu sais, fait que le juste milieu, un gars comme Glavine, puis un autre comme un gars comme là qui lance à 100 000 à l'heure, là, mais la dextérité qu'il avait, c'était vraiment impressionnant. C'était le fun à voir. Greg Maddux, il est sur l'avion. Il est parti aux Cubs de Chicago. C'est ça qu'on voulait. All right. Il est parti aux Cubs de Chicago. Il est joueur autonome. Il prend l'avion avec son agent, survole, on s'en va vers New York. On est en l'air. Maddux dit non. Le contrat, tout est correct avec New York Yankees. Tout est correct. Il dit non, on s'en va à Atlanta. Imagine-toi, non, tu pars de Chicago, tu t'en vas à New York, on signe là, pendant que tu es en l'air. Qu'est-ce qui s'est passé, tu sais-tu? Ben oui, il a changé d'idée, il m'en va à Atlanta. Juste ça? Et il y a eu un meilleur offre à Atlanta. Mais moi, Maddux, mon plaisir. Parce que les Braves, il en arrachait à l'époque. Il y avait plus de garanties de gagner rapidement avec les Yankees. Parce que quand il est arrivé, Glavine était loin d'être. C'est pas un gars de New York. C'est pas un gars, c'est pas une mentalité. Small town boy, comme on dit. C'est une mentalité Atlanta. Et là, Atlanta, lorsque j'allais à Atlanta, d'ailleurs, quand il venait à Montréal, j'allais jouer au golf avec lui, avec Don Sutton, lui, Glavine, au Mirage. Ouais! Fait que là, on jasait. Eric Full Gagné, jalousie, là. Eric Gagné allait jouer au Mirage aussi. Quand il venait des Dodgers, Roger, il trouvait le place. Et là, je m'assoyais avec lui dans l'abri. Mon plaisir de m'asseoir avec lui, je disais, je lance plus rapidement que toi. Puis il disait, ouais, mais t'es pas aussi efficace. Et là, lui, il discutait chaque frappeur, comment c'était pour le lancer. Puis lui, il disait toujours, 2 balles, aucune prise, tu lances pas de balles rapides. Non, ils vont s'élancer pareil. C'est pour ça qu'il n'a pas connu ça. Il lançait une balle,
son tir, changement de vitesse, balle rapide, hors de la zone des prises, frappeur s'est lancé. Mais là, lui, par contre, il y a 20 livres sur chaque frappeur. Les lancers, il savait tout. Il connaissait les frappeurs, il était en avant de son temps. Mais quel gentleman, lui, son C'est un frère. artiste. Ah, lui, son frère. Ouais, lui, Ouais, moi, Glavin. son frère, c'était mon coach. C'est ça, je te veux dire. Match. Même sorte de gars. Lui, un peu plus volubile, mais qu'est-ce qu'il disait comment lancer? Qu'est-ce qu'il disait à sa force pour lui? Ah, ben, mais gars, c'est niaiseux, là, mais on parle de data, des choses comme ça. Son frère, c'est un des premiers qui a commencé à utiliser le data. C'est ça. Parce que veut pas comme son frère, Greg, quand il lançait, il avait un plan. C'est pas compliqué, get ahead. C'est juste Point. le premier. Ce qu'il me disait, c'est le premier pitch, c'est une strike. Que ce soit une slide, n'importe quoi. Ton premier lancer, tu as besoin d'avoir une prise. Tu sais, c'était simple, là, c'est vraiment simple. Down and away tout le temps. Tu sais, c'est juste chose comme ça qu'il nous montrait, mais son frère. Son frère, c'est la même chose. Son frère, c'est la même chose. Il nous disait juste, OK, les statistiques d'un lanceur, quand ta première prise, 0 balle, une prise, t'es un lanceur incroyable. Ouais. C'est juste des choses simples comme ça. Que tu disais le data dans le temps, c'est la même chose. C'est juste qu'il nous donnait une façon de le voir, le data, différemment, avec une histoire. C'était vraiment impressionnant. Puis ces deux, tu voyais la façon pourquoi que Greg Maddux était tellement dominant. C'est la même raison pourquoi que son frère, c'est un des meilleurs pitching coachs de l'histoire. Mais Greg Maddux, c'est peut-être pas le meilleur pitching coach, son frère est pas mal le meilleur pitching coach. D'ailleurs. C'est ça, ça veut pas dire que t'es bon que tu vas être un bon coach, mais son frère est vraiment incroyable. Mais c'est parce que tu t'assoyais avec lui. Glavin, je parlais de hockey. Oui. On parlait de Je vois la 4e ronde des Kings, je pense, si je me trompe pas. Mais on parlait de hockey, mais on parlait de baseball. Mais ces gens-là, tu t'assois avec eux autres. Souvent, le problème des commentateurs ou des gens autour, ils ne semblent pas comprendre. T'écoutes le gars. Ton opinion, il ne veut rien savoir ton opinion. Là. Mais si tu veux l'écouter, il est le fun à écouter. Il est le fun parce que... Bonsoir, on est parti. L'électricité est partie. Wow! Moi, je vous entends bien. Moi, je vous entends, oui. OK, parce qu'on ne te voit plus, nous autres, là. Est-ce que tu nous vois? Moi, je vous entends. OK. Oui. Simon? On va attendre. Rolling blackout à Montréal. Les rolling blackout à Montréal. Ah! Nous revoilà. Nous revoilà, nous revoilà, nous revoilà. C'est le fil qui s'est... Alors, pour revenir Désolé. à Maddox, Glavin, tu t'assoyais avec eux autres, puis t'écoutais. Mm-hmm. Moi, là, je vais t'asseoir, j'ai eu du fun de m'asseoir avec des Johnny Bench, tous les grands joueurs. J'écoutais. Fait que quand je fais mes commentaires, je pense être intelligent, c'est pas le mien, c'est que ce que le gars m'a expliqué, ce qu'on a entendu dire tout à l'heure d'Éric, t'écoutes ce que le gars va te dire. Et c'est pas compliqué, le lanceur te dit toujours une chose. Le premier tir lance une prise. Et le bon frappeur te dit, sois prêt pour le premier tir, ça va être une prise. C'est ça. Et puis comme on dit, c'est pas parce que c'est une prise, ça va être une prise facile, elle sera pas en plein milieu du marbre, là, c'est pas la partie du bâton. Là. Sois prête, par contre. Ouais. Mais tu vois, c'est exactement ça. Vas-y. Mais Greg Maddux et ces joueurs-là qui savent comment lancer, c'est des bons frappeurs aussi. Surtout. Ils savent comment c'est dur de frapper une balle. Fait que je pense que veux pas. Moi, j'ai écrit des notes sur Greg Maddux. Les seules notes que j'avais, c'est l'effort qu'il lançait. Lui, c'était le temps à 80%. La simplicité. Il simplifiait tout de A à Z. Là. Il est arrivé là, on lance des prises, on frappe des bâtons. C'est tout ce qu'il essayait de faire. Il essayait de lancer sur le bâton. Il essayait de lancer sur le bâton. Ouais. Nous autres, on faisait on essayait de manquer des bâtons. Fait que tu vois-tu un petit peu pourquoi que ça change la data un peu qui était mal utilisée. Je pense que c'est l'exemple ultime, c'est Greg Maddux qui essayait de lancer tous ses lancers sur le bâton. Lance des prises. Juste à faire bouger un petit peu. Ça. Lance des prises, utilise tes 8 joueurs en arrière. Tes meilleurs frappeurs vont frapper pour 300 coques. Les meilleurs. Les autres sont en bas de ça. Fait que t'as 80% des chances, 75-80% des chances de gagner la confrontation. Tu sais, quand tu as un compte de 2 prises, Exactement. croyez-le ou non, tu frappes pour le moyen de 100 coques. À peine 200. Lance des prises. Regarde, c'est Lance pas des compliqué, prises. regarde. Tu veux une data incroyable, là, moins que 4% de premier pitch est lancé pour avoir un résultat positif que tu sois sur le but. Moins de 4%. Ah ouais, Ah ouais? certain. Le premier lancé, il n'y a rien de bon qui arrive pour un frappeur. Puis quand tu as une prise sur le premier lancé, je pense que tu as 70% des chances de le retirer.
Ça change tout au complet. Moi, j'espère que tout le monde prend des notes, honnêtement, parce que là, non, prenez des notes, les jeunes qui nous écoutent présentement. On sait qu'on a un impact quand même sur les jeunes qui jouent au baseball, qui nous regardent. Et, man, c'est quand même assez fascinant. Lance des prises. Et, tu sais, honnêtement, puis je vais même te citer sur ce que tu viens de dire, parce que oui, quand tu dis, tu sais, quand ces gens-là parlent, tu écoutes leur sagesse, puis évidemment, moi, quand je parle de baseball avec mon entourage, les gens trouvent que j'ai de l'air d'avoir une grande connaissance, mais c'est parce que je répète ce que j'entends avec vous deux. Ah, bon, là, le gros compliment! Les deux n'ont même pas vu venir. Come on! On s'en va du côté de Québec. Non, c'est bon, on te remercie. On est accompagné de Jean-Philippe Roy, en fait, on pourrait dire directeur du programme Sport-Études pour les canonniers. Écoute, c'est long, là, je ne veux pas me tromper. Tu me regardes parce que tu me laisses tout seul ramer, hein? Je pense que je vais le dire. Je le sais! J'ai l'impression que je suis dans un radeau. Puis je te regarde puis je t'admire. Exactement. Mais en fait, ce qui est important, c'est que grâce à toi, on contribue énormément au développement des joueurs, des jeunes joueurs de baseball et des jeunes filles aussi qui pratiquent le sport dans la région de Québec. Merci d'accepter notre invitation. Mais avant de commencer, avant de donner une chance de même parler, présentement au Québec, c'est la région de baseball. Ouais. Le développement pour les jeunes passe par là présentement. On essaye ailleurs, mais avec ce que JP fait comme programme est incroyable et surtout le groupe d'entraîneurs que tu as avec toi, JP, qui développe les joueurs, c'est incroyable. Félicitations. Merci pour le mot d'introduction. Et c'est la seule fois que je vais te féliciter. Attends-toi pas d'autre chose pendant des années. Hey, écoute, constate-toi chanceux, mais c'est notre 6e épisode, j'attends encore ma première félicitation. Fait que... Non, mais Joe Capon, c'est un bon lien que tu as fait, Roger, parce que c'est exactement ce que je voulais m'en aller. Forcément, parce qu'on en parle toutes les semaines, l'impact d'avoir une équipe comme les Capitals dans la région aussi, ça donne des rêves un peu, ça donne des points de repère aux jeunes, j'imagine. Tout à fait. Puis, oui, il y a des rêves pour le... C'est sûr qu'on va parler d'Édouard Julien dans le podcast, mais c'est sûr qu'Édouard Julien il est déjà allé voir les Capitals avec son père quand il avait 6, 7, 8 ans, comme nous, on a fait quand on est allé voir les expos. Donc, ça a de l'impact. Puis les Capitals font rayonner le baseball mineur dans la région, dans la province. Il y a une synergie de toutes les structures de baseball dans la région de Québec, le baseball mineur, les Capitals, le sport-études, le baseball junior, le midget 3. Mais les Capitals et Michel Laplante sont très rassembleurs dans tout ça. Il y a une belle synergie grâce à eux. C'est l'effet domino. Ça part d'en haut, puis on voit les réactions jusqu'à vraiment les niveaux des jeunes de 5-6 ans. Puis c'est beau à voir. C'est ce qu'on encourage, c'est ce qu'on veut voir un peu à travers la province. Mais si tu parles directement de l'impact des Capitals, parce que vous êtes vraiment clairement impliqués. Là. Moi, j'ai vu les joueurs se déplacer dans des camps d'entraînement. Puis c'est beau à voir parce que c'est formidable. Les jeunes filles, les jeunes garçons, ils ont les yeux, ting, ting, ting. Non, mais moi, je trouve j'ai racheté ting, ting, ting. Excuse-moi, c'était... naturel. Non, mais tu as raison, tu sais, puis c'est un peu comme toutes les équipes professionnelles, mais les Capitals, ils font ça à merveille depuis 25 ans maintenant, là, tu sais. Après les matchs, les gens vont sur le terrain, les joueurs sont accessibles, c'est des petites vedettes, ils signent des autographes, les joueurs se déplacent dans des cliniques. Présentement, il y a à peu près 100 jeunes qui sont sur le terrain du Stade Canac, qui a un camp de jour qui s'appelle l'Académie des Capitals. Puis, de temps en temps, les joueurs viennent faire un tour. Lorsque les Capitals sont à domicile, ils signent des autographes, donnent un coup de main. Frappe une balle pour faire tout le monde. Donc, tu sais, c'est cette synergie-là. L'hiver, c'est le même principe. Ouais. Patrice Calabrini donne des conférences. Michel, Charles, les gars se déplacent un peu partout. Puis, c'est devenu une grande famille. C'est une famille de la région de Québec. Puis, c'est pour ça que les Capitals sont là 25 ans plus tard. Puis, on sous-estime aussi comment ça peut être un beau refuge pour les aînés comme maison de retraite, comme ce le fut pour notre chum Éric Gagné. Fait que... pas de commentaire là-dessus, mais ça a été un beau moment. Ça a été un beau moment pour les Capitals quand Éric est venu, tout à fait. Ça a fait rayonner les Capitals. Ça l'a propulsé. Il y a eu plein de moments. Puis ça a été un de ces 3-4 frères marquants-là, assurément, à l'avenue d'Éric. Mais moi, ce que j'aime, c'est quand on en parle avec Éric, qui est avec nous, évidemment, il en parle avec autant de joie quasiment que quand il parle des Ligues majeures. Je veux dire, il y avait quelque chose de magique, d'être aussi presque comme un retour aux sources aussi, d'où est-ce que tu es parti. Puis la générosité des fans. Moi, j'ai été y voir quelques matchs. J'étais allé à Trois-Rivières, mais à Québec aussi, vous êtes là depuis plus longtemps. Ça paraît la fanbase, excusez-moi l'expression. J'ai rarement vu de l'énergie autant aussi condensée dans un petit stade qui dégage autant. C'est merveilleux ce que vous avez créé, là. Oui, tout à fait. C'est un vieux stade. C'était un peu le Fenway Park, le petit Fenway Park qu'ils appellent. Donc, c'est vieux. Il y a quelques cracks. Les cracks, il faut qu'ils se fassent réparer d'ailleurs, mais la ville a annoncé plusieurs millions pour rénover ça. Mais il y a le toit, c'est en métal. Il y a une synergie. Il y a une énergie, effectivement. Là. Fait que, puis l'an passé, il y a eu tellement beaucoup de salles combles. Il y en a encore beaucoup cette année à venir. Donc, quand il y a 4000 personnes, là, c'est comme si... Éric pourrait dire davantage. Moi, j'ai été coach quelques années, mais c'est comme s'il y en avait 15-20 000. C'est surtout la synergie. Non, mais vas-y, Éric. Oui. L'atmosphère, c'est incroyable. Tu sais, c'est un petit parc. La grosse histoire, la Ville de Québec. Je pense que les Capitales et la Ville de Québec, c'est vraiment
Ils travaillent ensemble. Tu sais, c'est pas juste les capitales dans la Ligue indépendante. C'est vraiment, comme moi, je suis propriétaire de B45. Michel Laplante était propriétaire de B45 avant. Tu sais, la continuité, comme tu disais, par rapport aux jeunes, par rapport à faire rêver les jeunes, comme quand vous avez parlé d'avoir les camps des jeunes, des choses comme ça. Juste le fait qu'ils soient capables d'avoir un gars comme Eddie Lantigua, comme Carl Gélina, comme moi quand j'ai lancé, mais eux, ça leur fait rêver un petit peu. Tu sais, faire des expos, c'est de valeur, ça fait mal, mais qu'est-ce que vous avez fait un petit peu? Ça prouve l'amour du baseball, qu'on n'a pas joué d'une équipe des majeures pour montrer aux jeunes que le baseball, c'est le fun. C'est vraiment, comme Michel disait beaucoup, c'est baseball de la communauté, c'est vraiment un. Je pense que c'est ça que vous avez fait avec les capitales, c'est ça que vous faites avec, pas juste les capitales, avec le sport-études, avec les jeunes. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant parce que moi, quand j'étais là, c'est la plus belle année que j'ai eue de ma vie. Je me suis découvert, je me suis redécouvert. Je me suis rendu pour la raison pourquoi que je joue au baseball, c'est à cause que j'adore être sur le monticule 1 contre 1. Puis j'avais perdu ça un petit peu en étant blessé. Puis revenir à Québec, c'est comme chez moi un petit peu. Puis l'accueil que j'ai eu, c'est incroyable. Et les souvenirs que j'ai, c'est vraiment inoubliable. J'aime ça parce avec tes écouteurs, ça fait un petit nom. Parce que je me disais, avec les écouteurs d'Éric, ça coupait un petit peu. Fait que ça fait comme un trémolo. Fait que t'avais l'air encore plus ému. C'était vraiment extraordinaire et hyper touchant. Mais c'est un bon point que je vais amener, par exemple. Parce que vous êtes un exemple aussi. Je vais pas t'interrompre, Jean-Philippe, mais je suis pas mal sûr que tu en es peut-être là où est-ce que on voit pas ça ailleurs, ni au hockey, on voit pas ça au baseball. On en parlait un peu avant de commencer le podcast. La communication entre les différentes organisations. Là, vous autres, c'est évidemment, ça part de vous autres. B45, Eric en a parlé. Tout ce qui est le junior élite, les midget 3, développement de programmes dans les sports études. D'être capable d'être sur la même page. Vous avez réussi à faire ça. C'est un exemple à donner pour tout le monde. Chapeau. Ben, ça, oui, ça, c'est une grande fierté, je pense, pour la région. Puis, encore une fois, Michel est un peu leader de tout ça. Là. Il y a d'autres personnages, mais Michel reste le leader dans ce groupe-là. Mais l'exemple du dôme est l'exemple parfait. Sans les capitales, il n'y aurait pas eu de dôme et de synthétique, mais sans le sport-études, il n'y aurait pas eu de dôme et de synthétique. Sans le baseball mineur, il n'y aurait pas eu ça. Sans Canac, son fils est déjà venu au sport-études, il n'y aurait pas eu. Donc, c'est tout ce monde-là ensemble qui a travaillé. Puis, on le voit dans le développement du baseball dans la région. Dans la province aussi, il y a de plus en plus de jeunes, mais on l'a vu dernièrement dans la région de Québec. Là, c'est vraiment intéressant. Puis, dans les années un peu de vache-mec du baseball, après le suite au départ des expos, à cause qu'il y avait les capitales, c'était moins pire à Québec. Puis on a remonté. Puis là, évidemment, là, ça explose. Il y a le baseball féminin aussi qui est fort. C'est quoi la force? C'est quoi votre force, JP? Pour avoir si bon programme de baseball avec nos jeunes, c'est quoi votre force? Bien, la force, je me répète, mais c'est d'avoir travaillé ensemble. C'est que Patrice Calabrini, quand il était plus jeune, il était entraîneur au sport-études puis il était entraîneur au Capital. On avait Carl Gélina qui était coach, joueur au sport-études au Capital. On a réussi à trouver, évidemment, le Dôme a propulsé un peu le sport-études, assurément, mais de garder nos entraîneurs. Christian Chénard, qui a joué avec Eric, me semble, quand il avait 15-20 ans. Christian est entraîneur depuis 20 ans au sport-études, il était entraîneur midget 3 pendant des années. Maintenant, il est entraîneur des lanceurs au Capital. Donc, on complète des emplois à temps plein. Vous savez, dans le sport, ce pas toujours les emplois les plus payants. Les plus passionnants, par exemple, mais pas les plus payants. Puis, les gars, ils ont des jobs à l'année. Coach au sport-études, coach midget 3, coach à l'académie. Ça fait des petits packages intéressants, puis on les garde. Puis, tu sais, tu peux pas rouler un programme puis t'améliorer si c'est juste des jeunes de 19, 22 ans qui, à chaque 2-3 ans, ils s'en vont, puis ils changent, puis s'en vont dans une autre job. Fait que là, on a des gars depuis 15, 20, 22 ans. Nous aussi, on va faire 25 ans l'an prochain, d'ailleurs. Puis, fait que, Roger, je pense que c'est de garder nos entraîneurs, mais à cause de la synergie qu'il y a dans la région de Québec, un de nos derniers employés, sa job principale, c'est coordonnateur technique régional pour Baseball Québec et entraîneur au sport. Donc, encore une fois, c'est Baseball Québec embarqué là-dedans. Tout le monde travaille ensemble. Fait que tu peux gagner ta vie maintenant au Québec en étant entraîneur. Mais ça, c'est encourageant parce que c'est pas une phrase que j'aurais pu dire il y a 5-10 ans. Là. Exactement, c'est ça. C'est sûr qu'à l'hiver, l'été, il y a plein de gars qui peuvent coacher, mais 5, 6, 7, 8, 10 000 l'été, tu peux pas aller loin vraiment avec ça. Fait que quand tu complètes avec le sport-études des écoles de baseball, évidemment, ça peut aider. J'ai mon plan de carrière, hein? Mon plan de retraite, je veux dire. Non, mais c'est incroyable. Qu'est-ce qui est le fun aussi de regarder ça, c'est que quand on parlait, on a, depuis le début, vous avez fait ça, ça fait longtemps. C'est pas du jour au lendemain que Michel Laplante, c'est étape par étape. C'est lui qui s'est impliqué tous les jours. L'amour du baseball que vous avez tout en commun, je pense que c'est ça votre force. Vous adorez le baseball, vous savez exactement, vous respectez un et l'autre, vous travaillez tellement bien ensemble, c'est ça qui est beau à voir. Oui, exactement. Puis c'est pas évident. Puis tu sais, Roger, tu disais, ça se fait pas ailleurs, puis ça se fait de plus en plus. Puis inter-région, je pense aux gens de Drummondville, qui est un plus petit territoire que Québec, mais il y a 2-3 bonnes personnes là, ils travaillent ensemble, ils essayent, ils complètent le groupe de cégep, le groupe de sport-études. Ils essaient de travailler ensemble, puis là, on essaie, nous, de travailler avec ces gens-là. Donc,
Bref, je pense que ça s'en vient pour le mieux, mais des guerres de clochers de région, il y en aura toujours, Roger. Là, ce que je regarde, le baseball, oui, mais ça prend quelqu'un pour sonner le clocher, puis c'est vous autres le clocher. Vous êtes la cloche. C'est vous autres qui mènent. Vous êtes réellement au top de... Tu sais, quand ça va à l'église... J'adore l'image, t'es fort. C'est vrai? C'était juste parfait comme phrase. Ce que je veux dire, c'est que si tu... Où je vais y chercher, je ne sais pas, demandez-moi pas. Moi, juste à ça à côté, je trouve ça le fun. Tu sais, JP, prenez le crédit, parce que c'est comme ça que vous êtes devenu leader. N'ayez pas peur de dire qu'on est les meilleurs sans le dire, mais continuez à l'agir. C'est le bout de passer à la chaudière, mais c'est vous autres, là. C'est vous autres qui avez ça entre vos mains. Vous avez, à cause de vous autres, je regarde ce qui se passe à Drummondville. Et maintenant, à Longueuil. À Longueuil. Tout ça va à Montréal, c'est un peu triste, non? On parle des choses qui vont bien. Ouais, okay. Alors, quand je parle... C'est toujours le négatif. Oh, man! Comment ouvrir une porte et ting, vite la voir se refermer en 2 secondes? Mais, T'as même te le dire encore. C'est que si je regarde, à cause de vous autres, Drummondville est rendu un secteur incroyable. Et maintenant, avec la famille Simard, Dominique qui a joué, qui était gérant, directeur gérant et président, le programme qu'on a maintenant à Longueuil est incroyable. Saint-Eustache a un bon programme, mais pas à votre niveau, parce qu'ils n'ont pas encore la force de le faire. Mais tu regardes, ça c'est vient d'où? embryonnaire un peu aussi, c'est ça. Ouais, mais ça va bien. À cause de qui? À cause d'eux autres. Fait que c'est ça qu'il faut faire. Mais t'as un modèle qui fonctionne. Fait que tout ce que t'as à faire, C'est ça, c'est de c'est ça. mettre ton ego de côté puis de le reproduire. Mais c'est ça qu'ils font. C'est pour ça que c'est tellement important, JP, ce que tu fais. C'est ce que je m'en ai à dire un petit peu. C'est ce que vous faites, c'est incroyable parce que vous veut pas. Si on veut une équipe à Montréal à revenir, que ce soit les expos, que ce soit n'importe qui, mais je pense que le blueprint qu'on va dire, qu'est-ce que vous avez fait de A à Z, que ce soit du mineur au professionnel, ce que vous avez fait, c'est quelque chose de vraiment impressionnant. Moi, on vous compare souvent au Saint-Paul-Saint. J'espère que ça va rester indépendant à Québec parce que il y a rien que tu peux, changer. Parce que tu peux pas avoir le même sentiment d'appartenance quand tu as des joueurs, comme tu disais, à chaque 2 ans, à chaque 3 ans, ça part, ça rentre, ça part, ça rentre. Tu sais, on parle des camps, les jeunes, ils regardent les camps, il y a des jeunes qui font le bat de baseball, c'est nous autres qui font le bat avec eux autres. Ils vont, tu sais, c'est tout le temps le même cercle de joueurs. Fait que c'est vraiment impressionnant. Puis si on veut, les expos, ils reviennent. Mais montrer à Major League Baseball, on est capable d'avoir la relève déjà en partant, avec une bonne fondation. Que t'imagines-tu que les expos arrivent, on a toute ce bleu, infrastructure déjà en place à Québec, on est capable de copier ça partout. Je pense que c'est ça que Major League Baseball, ils veulent, parce que grandir, c'est bien beau grandir, dire on met une équipe de baseball, puis on fait tout en bas, mais si qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que vous avez fait à Québec, là, c'est vraiment une belle base pour une équipe majeure arriver à Montréal, dire, gars, c'est le même que ça se passe, parce que nous autres, même comme sans équipe de baseball majeure, on est capable de faire grandir le sport. Oui, puis les capitaines ont compris que le jeune ou la joueuse de baseball de 6-7 ans est aussi important que le monsieur qui achète sa bière, son dog de 47 ans. Mais elle est plus importante. C'est les futurs présidents de compagnie. Moi, JP, c'est les futurs. Elle est plus importante. Le baseball féminin est plus important que le baseball masculin. Roger, exagère pas, mais je suis capable d'exagérer. Et pourquoi je dis ça? C'est nouveau, ça? Non, parce que lorsque la jeune fille qui joue à la balle, lorsqu'elle va devenir maman, elle va emmener sa fille jouer où? Au baseball. Elle va emmener son gars jouer où? Au baseball. Auparavant, on n'avait pas les femmes, les jeunes filles qui jouaient au baseball. Pour eux autres, ils ne connaissaient pas ça. Ils jouaient au hockey, ils faisaient du ski. Mais maintenant, tu as des mères de famille que je les vois, je les rencontre des fois. Et j'ai joué dans le programme. Et maintenant, c'est leurs enfants qui jouent. Ça, c'est important. Il ne faut pas oublier, si tu veux grandir, on parlait de sport, grandir en tant que Major League Baseball, agrandir ton fanbase, comme on disait, mais si tu fais juste te concentrer sur les hommes, c'est 50 que tu enlèves déjà de ton fanbase. Si tu veux grandir, c'est vraiment ça. Puis moi, je parlais à Rachel Luba, c'est la première agente de baseball majeure de femmes. Tu sais, c'est vraiment important de penser, justement, on parle tout le temps des hommes qui jouent au baseball, il n'y a pas une femme qui joue au baseball majeur pour l'instant, mais ça ne veut pas dire que ce pas des fans de baseball. Je pense, comme tu disais, d'avoir les jeunes filles qui jouent, puis qui ont le temps un rêve, puis qui peuvent s'associer un petit peu à ça, c'est le même que tu grandis le sport. Présentement, on vit quelque chose d'assez extraordinaire, mais on n'en parle pas souvent. C'est Tania. Tania, une arbitre féminine au Québec qui fait maintenant du baseball professionnel. Alors, tu vois, c'est qu'on est rendu. C'est pour ça que quand on regarde l'ensemble, quand le baseball majeur m'a appelé, on dit « Roger, qu'est-ce que tu penses de Tania? » J'ai dit « Elle a un défaut. Souvent, des joueurs sont expulsés. On l'engage. » C'était la réaction. Parce que on voit jusqu'à quel point le progrès est là. Et malheureusement, présentement, ce côté féminin, on regarde le programme avec Mme Riopelle, on regarde le programme avec Patricia, qui est responsable. C'est des jeunes femmes qui auraient pu travailler pour une équipe professionnelle facilement un jour.
Ils ont le talent pour le faire. Mais ça veut pas dire que ça n'arrivera pas non plus. Puis justement, on a souvent parlé ici au podcast, on sait que évidemment le baseball indépendant est en pleine croissance, surtout que le baseball majeur qui veut encore une fois réduire le nombre de rondes où est-ce qu'on peut repêcher les joueurs. Là, on est à 20, on parle peut-être de descendre à 15. Là, c'est pas du jour au lendemain que ça va se faire, mais en tout cas, déjà, on est loin du 52 que ça a déjà été. Donc, on sait que c'est une question de temps avec les ligues. Le choix de joueurs devient intéressant pour vous autres. Fait que 2 questions pour toi, Jean-Philippe. À quel point que justement, oui, maintenant, ça doit être excitant pour un directeur gérant puis une organisation de se dire, mon Dieu, il y a bien plus de monde dans la piscine qu'avant. Puis l'autre affaire aussi, c'est comme on l'a dit, ça devient un point de repère pour les joueurs québécois qui jouent au baseball élite, qui sont allés au collégial, de dire, regarde, c'est une belle option d'être capable de jouer. Je pense justement à Gladu, à Trois-Rivières, qui disait, je suis capable d'être proche de chez nous, d'avoir une vie de famille, mais aussi de continuer ma passion. C'est des options intéressantes que vous pouvez offrir. Là. Oui, ça, puis un gars comme Gladu, là, son impact, oui, peut-être que son rêve du baseball majeur n'est plus là, mais son impact pour le développement du baseball, c'est ça qu'on disait, le petit cul, la petite fille de 10 ans qui vient, puis son idole, c'est Gladu, puis il joue au baseball à cause de lui, son impact est instantané. Ouais. J'aurais dit Jonathan Lacroix pour prendre un gars de Québec, mais bon. Ouais, mais tu sais, peu importe, c'est le gros portrait, mais oui, malheureusement, il y a moins de rondes dans le baseball majeur, puis ils ont enlevé une équipe dans le baseball mineur aussi. Hein, donc, ça fait que la Ligue Frontier ou les ligues indépendantes comme ça sont plus fortes. Donc, le calibre est supérieur. Fait que c'est à Patrice Calabrini qui est coach et gérant qui est bien excité de ça, puis le produit va être meilleur. Faut juste pas que ça diminue le rêve de ces joueurs-là, mais tu sais, tu parlais je pense, à Michael Scanfocos, qui n'a jamais joué professionnel. Il a commencé avec les Capitales. Et qui a lancé à Laval Junior. Lui, il a même joué collégial, Roger, je pense. Oui, son progrès, lui, est incroyable. Il a joué comme Eric. Eric a joué à Repentigny. Personne ne croyait à Eric, mais il a travaillé fort, Qu'est-ce qui est arrivé? Parce que c'est tellement important, ton baseball mineur. Il rouvre les portes. Il faut y croire. Il ne faut pas lâcher ça. C'est ça qui est tellement, tellement important. Non, c'est ça le plus important. Puis je vais revenir par ça. Qu'est-ce que vous faites par rapport aux filles? Puis on a une fille comme Kim Ming, qui était GM en Floride. Tu sais, elle travaille à Major League Baseball. Et ça, c'est des portes. Même si moi, un de mes meilleurs amis, qui était mon trainer à Los Angeles, il a joué au baseball au collège toute sa vie. Il n'a jamais été assez bon pour se rendre à majeur, mais sa façon de se rendre à majeur, lui, c'est un trainer personnel. Tu sais, c'est la même chose. Les filles qui ont, même si pas juste jouer au baseball, mais ils vont capable de faire gagner leur vie. Comme tu disais, gagner ta vie dans le baseball, ça ne veut pas juste, tu sais, tu joues au baseball. Tu peux gagner ta vie en front office, tu peux gagner ta vie en travaillant pour un PR, marketing, des choses comme ça, pour une équipe de baseball. Puis je pense que c'est ça qui est le fun à voir à Québec, c'est ça de voir qu'est-ce que vous faites. Puis il y a beaucoup d'options. Se rendre à majeur. Un gars comme Michel Laplante, là, ça ne me surprendrait pas. Ça me surprendrait pas qu'il soit un GM d'équipe de majeur à un moment donné. C'est juste avoir la chance. Il y a quelqu'un qui va lui donner la chance. Un gars comme Alex Anthopoulos à Atlanta, là, pourquoi qu'il n'ira pas, tu sais, gars, là, on faut voir la game différemment. Michel Laplante, là, il a toujours eu la raison pourquoi qu'il invente, pas qu'il invente, mais qu'il revient avec des bonnes idées, parce qu'il n'y a pas le choix, il faut qu'il innove. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas rien, on n'a pas de ressources du tout. Fait que veut pas, l'innovation vient par rapport quand tu as un besoin. Puis je pense que Michel, il a tellement été là-dedans par rapport à Cuba. Il a vu le baseball de tous les angles. Moi, j'ai vu le baseball du niveau professionnel, puis je suis revenu un petit peu, j'ai fait un petit peu les deux, mais lui, il est là-dedans, là. Ouais. Puis voir qu'est-ce qu'il est capable de faire avec les ressources que vous avez, là, c'est vraiment impressionnant parce que le monde, tu sais, c'est bien beau être un majeur puis de savoir, OK, tu as eu l'argent pour dépenser, mais un gars qui est capable de faire comme ce que Michel Laplante a fait, l'atout incroyable qu'il pourra avoir à Los Angeles avec des équipes comme ça, avec des équipes de Tampa Bay, avec les équipes, tu sais, qui est capable d'amener ça, qui est capable d'innover avec rien, c'est vraiment impressionnant. Il y a les compagnies de Québec ou du Canada, des fois, récemment, là, vu que le succès des Capitales est devenu de plus en plus gros, mais ils demandent à Michel de donner des conférences, expliquer c'est quoi le succès des Capitales. C'est un peu bizarre, hein, mais il s'associe beaucoup à Michel. Je pense à Rogers qui sont allés voir les Capitales, disent nous, on va être associés à vous autres, mais c'est sûr qu'au final, le premier contact que tu as, c'est Michel. Il dégage tellement du positif, puis du leadership, puis de l'innovation, comme disait Eric. Après ça, Michel, ça va donner des conférences au grand poste de Rogers. OK, on va prendre ce qu'il a à nous donner, ce gars-là, puis on va amener ça à la compagnie. Fait que oui, il pourrait être dans le baseball majeur maintenant.
T'allais nous 100%. parler C'est ça qui manque de... un petit peu, ça. Oui, vas-y. C'est ça qui manque un petit peu. On parlait de monde à l'extérieur. Michel, c'est un gars de l'extérieur du pro. Il a joué d'impôt à Pittsburgh un petit peu, mais c'est pas un joueur professionnel. C'est un gars à l'extérieur. Je pense qu'il pourrait amener vraiment quelque chose d'impressionnant à une équipe majeure. Puis, moi, j'aimerais ça qu'il reste à Québec parce que veut pas, il faut être égoïste si on veut le garder avec nous autres parce qu'il a vraiment grandi le baseball puis il a tellement de bonnes idées. Mais ça serait quelque chose. Moi, je serais un GM de baseball ou un propriétaire. Je regarderais Michel Laplante. Je regarderais les équipes qui ont rien, qui ont de la misère à faire, de payer des joueurs. Puis il y a des bonnes idées, mais il n'y a pas d'argent. Fait que moi, c'est là que je regarderais. Tout à fait. Puis, excuse Maxime, mais je pense aussi qu'il y a il y a plein de bons dirigeants au Capital, mais il y en a 3 un peu plus principales. Michel, Charles Demers, qui est le DG administratif, puis Patrick. Les 2 autres, si Charles, Patrick, à un moment donné, ce serait fun qu'il y ait une chance aussi. C'est là que si les expos étaient là, ben Patrick serait peut-être déjà le gérant du A moyen au Vermont ou quelque chose de même. Là, Non, si on se fie au passé, honnêtement, il aurait été ailleurs, puis on aurait fait pourquoi ils sont pas ici. Puis... Je pense qu'avec la nouvelle direction. Moi, c'est pour ça. Non, avec la nouvelle direction, il faisait partie des plans comme un des entraîneurs. Pas entraîneur-chef, là, mais un des entraîneurs avec l'équipe majeure. Son nom va déjà circuler. Charles aussi. C'est ça que moi. D'ailleurs, Charles, j'ai déjà parlé à 2 équipes pour lui. Mais il est en amour puis il est père de famille. Fait que il est bien à Québec. Elle va faire un gag, mais c'est correct, je vais m'en faire. Bien conforme. Oui, exactement. Mais Pense à ta mère. Éric, oui. Non, mais j'ai dit un gag, ça veut pas dire que j'allais être vulgaire, hein? Tu me fais peur pareil. Pense à ta mère. J'ai une dernière question pour Jean-Philippe, mais t'allais dire quelque chose avant Éric. Non, mais moi, je parle juste à l'ABC féminin. Ce que vous avez fait, c'est vraiment incroyable. Mais vas-y, écoute, si je parle de Michel, je parle de vous autres. Toute l'infrastructure à Québec que vous avez, c'est vraiment numéro 1, c'est first class. C'est impressionnant à voir. Ben moi, j'ai surtout hâte de te rencontrer en personne une fois pour toutes lorsqu'on va être à Québec pendant le match des étoiles. C'est clair qu'on va se voir. Et tu as ouvert la porte un peu tantôt en disant 2 mots magiques pour tous les jeunes espoirs québécois aussi. Un beau modèle, Édouard Julien. Oui. Écoute, Édouard, c'était incroyable. C'est sûr que lui, il a un parcours qui ôte... sans dire parfait, ça ne veut pas dire que ça a été facile pour lui. Tous ces gars-là qui sont là, tu nous as parlé Rogers. Rogers, c'est des gars qui bûchent plus fort que les autres. Il avait un talent. Mais oui, il a fait son baseball mineur, joué du Pee-Wee 2A, Bantam 2A, après ça, les ailes du Québec, l'ABC, tout, l'Université Auburn, Team Canada. Il a été au sport-études pendant 5-6 ans. Fait que c'est sûr que l'an passé, ça a été l'enfer. Hein? C'était le Talk of the Town au Québec. Puis son début fracassant, là, les circuits, toute la patente. Puis tout l'hiver, les prix qu'il y a eu, les mentions, les classements qu'il y a eu. Bon, là, présentement, c'est plus difficile. Éric, tu sais c'est quoi, tu montes, tu descends. Fait que Edouard, on appelle ça un début de carrière, puis on appelle ça aller se forger un caractère. T'sais. Puis je pense pas qu'il manque de détermination du côté de non, Julien. C'est ça. Puis son année 2 à l'Université Auburn, il y avait une année incroyable. L'année 1, l'année 2 était difficile. Ça ressemble peut-être un petit peu à ça, on espère. Il commence à remonter un petit peu, rendu à 2,25, 2,30. On espère, mais pendant ce temps-là, les Twins jouent bien. Hein, fait que c'est tough, mais à un moment donné, il peut arriver une blessure et il se renvoie là, puis il retourne où est-ce qu'il a toujours été un top prospect des Twins. Hey Jean-Philippe, merci infiniment d'avoir été avec nous autres. Puis écoute, on va se voir nous autres. Évidemment, le 17 juillet, on va être au Stade Canac pour ces 48 heures de festivités du match des étoiles. Le podcast va être en direct à 15h30. Fait que ben hâte de tirer à la pince. Ben, merci les gars. À bientôt. Et on en profite de s'en aller tout de suite du côté des Aigles de Trois-Rivières. Et du côté de Trois-Rivières, ça a été quand même... J'ai même cherché un verre d'eau, mais je suis revenu plus vite que je pensais. Je pensais dans t'étirer ou de... Mais, des exercices? Mais non, je sais, on a une discussion. Oui, je fais ça pour nous deux. OK. Exactement. Mais quelle semaine du côté des Aigles de Trois-Rivières? Ils sont venus évidemment d'une grosse série contre les Valley Cats de Tri-City. Oui. Mais là, ce qui s'en vient surtout, je pense que sans dire que la saison se joue dans les prochaines semaines, parce que on est rendu un petit peu plus qu'au tiers de la saison, mais à peu près au tiers, on va dire. Les 9 prochains matchs contre New York, parce que évidemment, on vient de parler avec Jean-Philippe, les Capitals se retrouvent en première place. C'est quelque chose qu'ils sont partis de loin? Ben oui, début de saison difficile, mais non, tu l'as dit toi-même. Rappelle-toi. Paniquez pas. C'est ça que je vous avais dit. Puis, je vais mentionner aussi qu'à cette époque-là, l'année dernière, elle a fait des changements. Puis cette année, ils ont gardé la même formation, puis ils sont remontés. Ils vont bien. Ah, mais carrément, non. Puis c'est ce qui est intéressant parce que, comme j'ai dit, en deuxième place, on a à New York qui était un match et demi. Et du côté des Aigles, justement, les 9 prochains matchs, on se tape New York. Ouais. Qui sont devant eux. On se tape Québec, évidemment, parce que là, si je me trompe pas, je veux pas dire de conneries, mais je pense qu'au moment où on se parle, je pense que les Aigles sont à 4 matchs. Tu pourrais peut-être me confirmer ça, Simon. Et après ça, on joue contre Ottawa. Là, on parle des 4 équipes. Ça, c'est le top 4 qui sont là. Battre. Québec, exactement. Fait que sans dire que tu joues ta saison, ça va être un vrai test. Faut pas que tu t'éloignes. Ben, 9 matchs. 9 matchs.
back. Je sais pas, ça fait 9 mois. Évidemment, si on voit Faut que tu gagnes chacun de classement, tes séries. on peut juste se baisser encore un peu. C'est ça. Les Boulders, mon Dieu, c'est le nom que je cherchais. Fait, bon, c'est ça. 4 matchs, mon Dieu. Ottawa, évidemment, devant. Fait c'est ça. Puis je vais en parler avec Jean-Philippe, mais on va l'occasion d'en reparler durant la saison. Mais du côté de l'Est, je trouve ça intéressant que 3 des 4 équipes soient, ce qu'on peut dire, quand même assez voisins. On s'entend, là, une rivalité Ottawa, Trois-Rivières, Québec. Je trouve que ça brasse dans le bon sens et ça va être intéressant jusqu'à la fin de la saison. Moi, honnêtement, je suis allé voir Trois-Rivières, on était du côté de Québec et je vais aller voir du côté d'Ottawa ce qui se passe aussi. Mais honnêtement, je commence, on n'aurait pas de parler du retour des expos, blablabla, on le souhaite, en tout cas, je le sais, en tout cas. Mais bon, sérieusement, autant que je me disais que d'avoir une équipe dans la Ligue Frontier, excusez-moi, c'était comme un peu la mort des expos. Peut-être que les deux peuvent coexister, ça c'est déjà arrivé à bien des endroits. Mais je pogne la fièvre de cette ligue-là. Ah, c'est une belle ligue. Pourquoi c'est une belle ligue? Regarde Pelletier. Pelletier connaît toute une saison. Là. C'est le Pelletier qu'on a connu lorsqu'il a signé avec des Astros. Il est confiant, il va bien. Il aimerait ça faire un retour dans le baseball professionnel. Ce qui ne l'aide pas, c'est son âge. Mais là, ce que tu regardes... Moi, c'est un vieux de 27. Ouais, non, je le sais. Je vais pas te faire de la Non, peine. mais je le sais, mais oui. Ils ont fini leur carrière. Hey, Non, mais mais il y a le droit de rêver. C'est ça Il y a le droit de rêver. Ouais. C'est ça qui est le fun, le baseball indépendant. Comme tu dis, tu as le droit de rêver, mais aussi, il y a des chances. Il y a du monde qu'un gars comme Paul Loduca qui a joué 10 ans des mineurs. Il est pas ça à travers. Tu veux Ben pas oui. le dire. Ah ouais, écoute, il y en a. C'est sûr que c'est rare, c'est très, très rare, même dans le baseball indépendant, mais je pense que depuis que moi, j'ai joué, quand je suis arrivé là, je disais, OK, le baseball indépendant, c'était quasiment... moi, j'avais pas pris ça au sérieux au début. J'avais pas vraiment l'idée c'était quoi le calibre. Puis quand je suis arrivé là, regarder les joueurs, puis plus tu regardes, plus qu'il y a d'attention sur ces joueurs-là, il y a des chances. Il y a des équipes qui ont pris Je une m'appelle chance. les Blue Jays, moi, présentement. Là, et je regarde qu'est-ce qu'on a dans les mineurs. Tu dis, qu'est-ce que j'ai dans les mineurs? J'ai-tu un bon frappeur? J'ai-tu un bon voltigeur? J'en ai pas. Je vais le voir demain matin. J'ai dit, écoute-moi bien, là, on a la pause du match des étoiles quand même du baseball majeur. Viens avec nous autres. Viens finir la saison à Buffalo pour nous autres. Pas au niveau A. Au niveau A, je ne veux pas te voir là. L'âge que tu as, viens-t'en au niveau 3, la dernière moitié de saison. Tu parles d'LP, là. Tu parles de... Sans aucun doute. Moi, je l'amènerai pour la dernière tranche de la saison. Viens jouer 1 mois et demi à Buffalo. On va te faire jouer une base régulière. Voyons ce que tu peux donner. J'adore ça comme Il idée. ne faut pas oublier aussi, Là, c'est ce faut que pas je oublier aussi les jeunes. Ils ont les jeunes à protéger. Puis des joueurs comme ça, ils ont juste besoin d'une chance. Il y a du monde un gars comme LP, un gars comme Carl Gilna, un gars comme Justin Terrien qui était blessé. Terrien, il lance comme un déchaîné, là. C'est un gars qui mérite une C'est ça, chance. je parlais, je regardais, là. Ouais. Non, ça ne veut pas dire qu'il va l'avoir, mais un gars dans le 3 qui dit, gars, là, on n'a pas assez de bras, on ne veut pas brûler un gars du 2A, l'amener dans le 3. On a un trou, 2 trous, 3 trous. Tu l'amènes, puis tu dis, gars, là, on a besoin de 20 manches pour les 2 derniers mois, des choses comme ça. Vois que ça va Puis il donner. y a un gars de même. Exactement. Tu sais, même si tu dis, gars, là, je te garantis rien, on va donner une belle expérience, j'aimerais ça que tu aides des jeunes. Puis c'est une belle histoire. Ça arrive, ça arrive, ça arrive pas, ça arrive pas. Moi, il y a un gars que j'ai joué avec Tim Dillard. On l'a eu sur le Ben oui, podcast, ça- exact. On y a parlé l'année passée. Super Jack en Tim passant. Dillard, il a joué, je pense, c'est 14 ans les mineurs. Là. Tu sais, 14 ans qu'il a joué dans les mineurs à Rousseau, là, à Bosse, à coucher ses divans, à sa route à Ponton, puis l'amour du baseball, tu sais, on parle de ça. Mais il a eu la chance de lancer une coupe de game dans les majeurs, là. Moi, c'est un joueur que j'aurais mis dans les majeurs. Puis c'est juste l'histoire, que ça soit... C'est beau, c'est ça que tu veux. Les fans adorent ça, des histoires comme ça. C'est ça On qu'ils a veulent. tous besoin d'un nouveau special Netflix ou Paramount ou Apple. Non, mais joke à part. Non, mais c'est des belles histoires Non, qui c'est vrai. inspirent les gens. Puis, en fait, Tu parlais des histoires au Québec aussi, s'il vous plaît. Oui, exactement. T'as raison. Oui. Mais c'est là que tu me ramènes à l'ordre. Non, j'aimerais ça qu'on parle des gens du Québec qui payent ici les comprends-tu, je veux dire? Oui, mais C'est-tu poli? c'est parfait. Merci, continue. Oui, donc un spécial On a eu. LP On a eu spécial. Pelletier, Oui, pourquoi pas? sur tout.tv, tu sais. Pourquoi Ouais, pas? pourquoi Et voilà, pas? exactement. Merci. Mais parce qu'on parlait justement des Blue Jays de Toronto, mais en même temps, tu sais, on sait que maintenant, tu sais, tous les équipes envoient des dépisteurs pour couvrir la Ligue en général. LP Pelletier est dans le top 3 des frappeurs de la Ligue, dans la Ligue de Frontier League. Tu sais, honnêtement, il était remarqué ailleurs. Là. Tu sais, c'est comme on dit depuis tantôt. Puis on prend le LP, mais il y a des joueurs qui peuvent se mériter, surtout avec le baseball d'aujourd'hui. 1 mois et demi. Exactement. Tu l'as C'est très bien tout. dit Un mois et demi. après le match des Là, étoiles. tu t'en viens ici 1 mois et demi. Va Exact. écouter quoi? Écoutez peut-être 5 000 piastres peut-être à l'équipe. Tu payes un salaire de 1 mois et demi des mineurs, c'est pas la fin du monde. Exactement. Mais pour ce joueur-là, peut-être beaucoup. Mais en tout cas, j'ai bien hâte parce que lorsqu'on va s'en reparler, nous autres, on refait le podcast dans 2 semaines. Écoute, bonne chance aux Aigles. Honnêtement, les 9 prochains jours vont être un vrai test, non seulement évidemment c'est un vrai test de caractère, on peut dire vraiment, sans dire que la saison se décide là. Ben non, il est trop tôt encore. Je le sais, Il est mais trop tôt. oui, mais au moins tu le sais justement, mais après ça, t'as plus un... Là, c'est excitant.
Après ça, c'était énervant. Ben, ça te confirme aussi si t'as le bon noyau de joueurs. Ah aussi. oui, ça oui. C'est ce que je voulais dire. Oui. Quand même pas super. On aime ça. Hey, on s'en va du côté de Bet365. Exactement, parce que c'est évidemment un de nos partenaires officiels. Et comme le slogan l'a dit, Bet365. C'est ça qu'on met, le slogan, pour être sûr que je le dise comme il faut, ou je l'improvise, ou c'est jamais ordinaire avec Bet365. C'est proche de... J'attends que Simon me dise que c'est-tu un bon... Merci! Exactement! Ouais, c'est ça qui est le fun dans le monde du podcast. Quand ça a l'air naturel, c'est bon. Et là, ça veut avoir le plus naturel que le gars qui cherche le slogan live devant tout le monde. La semaine passée, on a fait évidemment nos choix sur le joueur le plus utile, le MVP dans la Ligue américaine. On y va du côté de la Ligue nationale cette semaine. Et moi, j'enlève le premier nom en partant. Ça, c'est mon... Et je pense qu'il... Oui, mais il n'y en a pas de deuxième. C'est pas aux courses, là. C'est pas... Win. Non, mais c'est parce que moi, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, si tu joues pas des deux côtés, c'est-à-dire c'est juste un frappeur. Tu sais, j'ai adoré David Ortiz comme joueur. Ouais. J'ai adoré David Ortiz comme... Je trouve que c'est un des plus beaux personnages du baseball. Je le vois en entrevue encore aujourd'hui. Je le trouve extraordinaire. Tu peux pas être au temple de la renommée si t'as fait... Tu comprends-tu? Si t'es pas capable de jouer dans le champ. Puis on sait qu'Ohtani va revenir à jouer, justement, peut-être à lancer. Mais c'était juste un frappeur désigné. Mon opinion. Mais tu domines. Oui, mais c'est parce qu'en même temps... Pourquoi qu'un lanceur partant, ça fait seulement 20 départs, 25 départs? Un lanceur départ, il va avoir peut-être 30 matchs. Il joue juste dans 30 matchs. Oui, mais c'est pour ça qu'on a le Cy Young, puis ils sont pas dans la liste des MVP. Oui, mais ils le sont aussi. Ils ont gagné des MVP. C'est arrivé. Très rare, mais c'est arrivé. Oui, mais un releveur, est-ce qu'un releveur devrait mériter un Cy Young ou un MVP? C'est ça, c'est bien ça. Bon, mais là, tu peux pas me montrer ton Cy Young que dans ton garage, c'est à l'hôtel en Californie. Fait que désolé, dude. Non, mais c'est le point que tu soulèves. T'as eu des releveurs qui ont gagné les deux, Cy Young et MVP. C'est la même chose. T'avais-tu gagné le Cy Young, puis... Non, le Cy Young, j'étais 6e MVP, mais moi, je pense qu'un releveur comme moi ne devrait pas gagner le Cy Young, ça devrait être un lanceur partant. Moi, j'ai eu le temps eu ça dans j'ai eu le temps de penser ça. Moi, je pensais qu'un releveur, c'était plus un joueur MVP, plus de se faire... Moi, je voyais ça plus en étant qu'MVP. Moi, le Cy Young, je trouvais ça, parce que moi, je l'ai gagné à cause que je pense qu'il n'y avait pas vraiment de bonne saison d'un lanceur partant. Mais t'as eu une popée non plus, toi, là. Oh, oui, mais je pense que j'aurais été plus... Je pense que j'étais plus valorisant pour une équipe qu'un seulement un lanceur. Le point que tu soulèves est excellent. En ce sens qu'un lanceur de relève est plus important dans une course de MVP. Il est comme un frappeur. C'est comme ton frappeur de choix. Quand on frappe, je ne voudrais pas dire pas plus important, mais tu as un input à chaque game. C'est ça. Ça ne veut pas dire que ton impact est aussi important qu'il y a une game que tu gagnes. Mettons un gars qui va gagner une game. Mettons un gars comme Clayton Kershaw, quand elle a bien, ben lui, 70% du temps, il gagnait sa game. Ouais. Mais là, tu veux dire, gars, c'est important la victoire au complet. Mais moi, c'était 3 retraits sur la victoire. Mais tu sais, j'avais quand même un impact à chaque game. C'est ça, je pense. Toi, tu n'avais aucune marge de manœuvre. Le lanceur partant, il y a 5 manches. Mais j'avais juste 3 retraits aussi. Fait que, c'est l'impact par rapport à... Mais je comprends ton rôle quand tu dis MVP plus que Cy Young. Je suis d'accord avec toi. Je suis bien d'accord avec toi. Tu approuves mon point. Et d'ailleurs, moi... MVP... Mais je pense que ça va changer avec les MVP pour dire, justement, on parlait de MVP par rapport à un frappeur désigné. Je pense qu'Ohtani change la game un peu. Il a changé la game par rapport à... Au complet. La façon qu'il fait en tant que frappeur. Tu l'enlèves, moi, c'est encore... Tu l'enlèves du line-up, c'est encore beaucoup moins bon que tu enlèves Freeman. C'est quoi l'impact? Moi, je pense que oui. Même s'il est juste DH, même si Freeman, il est au premier but, c'était quasiment un gold glove, c'est un petit peu différent. Il y a quand même un plus gros impact, mais... Écoute, Ohtani, qu'est-ce qu'il fait changer? Il fait changer. Puis Ohtani, il faut en profiter jusqu'à temps qu'on apprenne que ce soit lui qui soit derrière toutes les grosses gageurs, puis qu'il y a un Rose dans le... Avant de partir un mini-scandale. Mais moi, je vais vous dire, amusez-vous à piger. Non, je sais pourquoi tu parles d'un mini-scandale aujourd'hui. Il porte le chandail des fameux Sox de 1919. Alors, c'est normal que tu parles de... Exactement, il faut que je brasse un peu de schnout. J'ai dit schnout, mon Dieu, je me reconnais plus. Mais joke à part, moi, il y a 2 noms qui sont pas là-dessus, qui seraient mon choix avant n'importe qui est sur la liste. Christian Yelich. Le retour en forme de Christian Yelich. Et comme ça, retour, oui. C'est un sacré retour parce que justement, on pourrait peut-être en parler brièvement. J'aimerais savoir votre opinion là-dessus parce que Christian avait gagné le MVP. Il y a peut-être 4-5 ans, mais pas plus blessé. que ça. Parce que les dernières années, il est toujours blessé. Cette année, il ne l'est pas. Et quand il a joué, c'était toujours, tu sais, c'était pas... Écoute, il y a de la misère à frapper pour 250. C'est beau de voir qu'est-ce qui peut se passer. La santé, Point.
Mais il faut que tu restes fort entre les deux oreilles parce que tu peux commencer à croire tes chiffres. Dis-moi ce que tu en penses aussi, Eric. Quand ça fait 3-4 saisons, tu frappes 250, de rêver de retourner à frapper 30 circuits, 100 points produits, puis frapper 300, ça devient de plus en plus loin dans ta tête. Là. Moi, c'est surtout ça qui m'impressionne du côté de Yelich. On le voit cette année. Sa force mentale de revenir et de jamais cesser de croire en lui-même, je pense que c'est ça la différence entre un bon joueur et un excellent joueur. Puis un Yelich, on l'a toujours su, c'est un excellent joueur. Il a eu de la misère un petit peu les 2 dernières années. C'était à cause qu'il jouait blessé, on ne le sait pas. Il y a beaucoup de joueurs qui sont jamais en forme. Là. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent tout le temps blessés, que ce soit un pied, n'importe quoi. Il y a tout le temps quelque chose un petit peu. C'était pas un gros Eric, joueur. Après ta première journée du camp d'entraînement, tu sais aussi bien que moi, tu avais toujours une petite blessure. C'est jusqu'à quel point que tu peux jouer blessé. Ça, c'est une autre chose. Mais jusqu'au camp d'entraînement, tout le monde est en forme. Mais après tes premiers tirs de réchauffement, c'était toujours une petite douleur. Que ce soit n'importe qui. Puis dans le cas de Yelich, c'était le dos, puis il n'y a rien de plus traite que le dos dans mon baseball, on s'entend. C'est ça. Les gens s'imaginent pas. Mal au dos. Oui. Les gens s'imaginent pas. Les gens s'imaginent pas la situation qu'Éric devrait lancer. Les gens, là, 2 jours d'affilée, là, écoutez bien, c'est 2 jours d'affilée sérieux, là. C'est pas 2 jours d'affilée. À toi, une fois qu'il allait, c'était important. Il a lancé à travers les douleurs. C'est ça que les gens ne comprennent pas, le rôle d'Éric a fait. Oui, ces statistiques sont là. Formidable. Russell Martin comme receveur. Le poste de receveur, peut-être le pire poste dans le monde du sport. L'autre pire poste, c'est le joueur de centre au football. Parce que tu n'as pas de défensif, tu fais toujours magnaner. Joueur de centre pour le joueur qui attaque sur toi. C'est un petit peu. Puis le receveur pour les fausses. Je suis d'accord à 100%, Roger. Je suis d'accord à 100% ce que tu dis, parce que c'est un petit peu ça que je disais. Quand tu as une petite blessure, moi, veux pas, quand je lançais, je n'étais jamais à 100%. C'est normal, là. Ça, tu comprends. Il y a le temps mal un petit peu à quelque part. Mais aussi, ça réduit ma carrière énormément. Fait que si, mettons, il y a mal au dos, des choses comme ça, ça change complètement son approche, qu'il va un petit doute dans sa tête, là. En tant que lanceur, c'est différent parce que tu lances la balle, c'est toi qui contrôles tout. En tant que frappeur, c'est ton timing, c'est ton mental, c'est des choses comme ça que faut tout ça clique à 100%. C'est dur, c'est difficile de frapper une balle. C'est la chose la plus dure au monde, là. Une balle qui bouge, qui s'en vient vers toi, que le gars lance à 100 000 à l'heure, c'est une chose la plus dure à faire. Puis si tu commences à pas y croire, comme tu disais, Max, quand tu commences à douter un petit peu de ta capacité, de ton talent, là, ça finit au complet. Mais le fait qu'il est capable de revenir, que ce soit des blessures, que ce soit n'importe quoi, c'est le fun de le voir parce que mentalement, ça fait du bien à un joueur. Il sait que c'est un MVP dans sa tête. Il dit, gars, je contribue pas comme je peux être capable de faire avec mon équipe pour les aider. Fait que c'est vraiment frustrant, mais c'est le fun d'avoir ça parce qu'il là, il va le savourer en tabarnak, je vais te dire de quoi s'il gagne le MVP. Et moi, comme là, tu dis là, je m'en vais là, je prends une chance, là, le négligé, c'est un bon négligé à parier dessus. Oui, puis c'est ce que j'allais dire. Bet365, moi je vous le dis, honnêtement, cette liste-là, merci de nous commanditer, mais tu sais, il y a un autre nom qui manque. En fait, il y a 2 choses. Il n'y a aucun Padres à San Diego qui, selon moi, je crois, va être l'équipe surprise. Mais pas surprise, mais honnêtement, j'aime vraiment le... Il me semble que quelqu'un s'est choisi au premier rang, vous m'avez tout ri de moi. Pas sûr. On n'a pas ri. On a juste eu un moment de silence, c'est différent. Il y a une nuance entre là, je vous dis présentement ce qui va bien. Avec toi. Là, écoutez bien, là, laissez-moi me permettre d'être un peu joyeux. Vas-y. Et au mois de septembre, vous me direz, Roger, tu te rappelles-tu au mois de juillet? C'est ça qui est le fun, tout est enregistré, fait que c'est extraordinaire. Mais l'autre affaire, le nom, puis honnêtement, malheureusement, il est blessé, sinon, moi, ça serait le premier sur ma liste. Mookie Betts. Ouais. Mais entre Mookie et Ohtani, c'était une bonne course, mais là... C'est exactement, c'est ce que je viens de dire. S'il n'avait pas été blessé, Mookie serait là. C'était une bonne course. Hey, merci Bet365 d'être avec nous autres. Évidemment, on vous encourage évidemment, non seulement à jouer, mais de jouer de façon responsable. Et Bet365, les programmes sont en place pour être capable de jouer et d'avoir du plaisir et sans tout perdre. C'est ça l'idée. Hey, merci à vous deux. Quel podcast, encore une fois. Honnêtement, on aurait fait 6 heures. On a-tu le temps? Non? Donc, il faut jouer au golf, toi. Mais merci infiniment. Hey, vous pouvez nous suivre, évidemment, sur nos réseaux sociaux. On les voit tous ici à l'écran. Honnêtement, vous êtes de plus en plus nombreux, justement, à écouter le podcast. On reçoit les commentaires, on reçoit les questions. C'est extraordinaire. Merci, évidemment. En fait, la plus belle annonce qu'on peut faire aussi, c'est que maintenant, ce que la Poche Bleue a fait, c'est que maintenant, chaque podcast qui est sous l'emblème de la Poche Bleue a sa propre page YouTube. Donc, allez-y. Abonnez-vous à la page YouTube Game Over. Et là, présentement, c'est des épisodes, évidemment, du podcast, mais on est en train de brainstormer des idées pour ajouter plus de contenu, avoir plus de plaisir, des extras, comme ils disent. Donc, merci infiniment. Et on se revoit dans 2 semaines en live, en direct du stade Canac à Québec le 17 juillet à 15h30. Bien hâte de vous voir. Et là, ça va être le fun parce qu'on va pouvoir avoir cette interaction-là, justement, avec vos questions. On va recevoir des joueurs avec qui on va pouvoir jaser. Ça va être bien le fun. On va être directement sur le terrain. Si on a le temps, je vais peut-être affronter M. Gags.
Monsieur Gags gagner. C'est sûr qu'on a le temps. On va faire du temps. On a besoin d'avoir du temps. On va Ça fait trouver. longtemps qu'on en Exact. parle. Et ça ne durera pas longtemps. Non, mais je veux juste qu'il réalise son fantasme d'être capable de me planquer, comme on disait dans le temps, me faire reculer du marbre une coupe de fois. Non, on ne fait plus pas pour ça. Merci Roger, On a merci dit Eric. 10 à 12 lancés. Ouais. Go. Le suspense est Let's à go. suivre. On se voit dans 2 semaines. Ciao tout le monde. Game over. Une présentation de Baseball Québec. On ferme les livres, c'est terminé. Qui monte sa petite série gagnée avec ta balle Bichette. T'as déjà striké dans tes bichettes. Et avec des lunettes qui font peur, la victoire est signée.